fait bizarre de voir cette amphi aussi remplie. Je me présente, je suis Saint-Paul Chertouk, je suis le président de la Corpo Pasteur et je voulais juste faire un petit mot pour tous vous remercier d'être présents, d'avoir répondu présent à cette conférence. Au nom de toute l'association, on est extrêmement heureux de recevoir les rédacteurs de Charlie Hebdo. C'est un honneur pour nous et on vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette conférence sur la liberté d'expression. Donc allez à fond sur le sujet, n'ayez pas de si vous avez des questions, etc. Il y a toute la moitié de la conférence qui est réservée pour ça, donc n'hésitez surtout pas. Je tiens à remercier évidemment donc Charlie Hebdo qui s'est rendu disponible pour cette conférence, Génération Charlie, nous avoir contacté, c'est un honneur de nous avoir fait confiance pour l'organisation de cet événement. Évidemment, Madame Ledoyen ainsi que tout l'UFR DSEG qui a rendu cette organisation possible. Toute l'équipe de staff qui est présente aujourd'hui, merci à tous, merci à vous et puis je vais laisser la parole à Martin Lhomme, le président de l'association Génération Charlie. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. Moi, je suis Martin Lhomme, président de Génération Charlie, association à l'initiative de cette conférence et d'autres, certaines déjà passées à Lille, à Toulouse et surtout beaucoup d'autres à venir. L'association, fraîchement créée avec un groupe de jeunes un peu partout en France et l'appui de Charlie Hebdo, a un objectif simple, proposer des temps d'échange, comme ce soir, à un public étudiant principalement, même si on salue la présence de fidèles lecteurs du journal qui ont fait le déplacement, pour parler des thématiques qui sont chères au journal et donc à Génération Charlie, la force de la satire, la liberté d'expression, la laïcité, entre autres. Si vous êtes jeune, de gauche, et désireux de porter avec nous ce projet, vous pouvez en apprendre un peu plus sur Génération Charlie en allant sur nos réseaux sociaux ou en venant échanger avec nous à la fin de la conférence. Nous ne sommes pas arrivés les mains vides ce soir, on vous a ramené le numéro de Charlie Hebdo de cette semaine. Servez-vous, ils sont gratuits. Et en plus, on parle de Génération Charlie en page 12, que demander de plus? Je ne serai pas plus long, juste remercier ceux qui nous permettent d'être avec nous ce soir. Donc, tout d'abord, la Corpo Pasteur et tout particulièrement Clara et Savoine qui modèrent ce soir nos échanges. Également un grand merci à l'Université de Rouen-Normandie et plus spécialement aux équipes de l'UFR de droit, sciences économiques et gestion pour leur aide précieuse. Enfin, remercier l'équipe de Génération Charlie avec qui nous avons préparé ce moment, tout particulièrement Julien Carrère et Paul Moore qui ont fait le déplacement avec nous. Ce soir à la chaire, vous serez en bonne compagnie avec Rhys, directeur de la publication de Charlie Hebdo, Jean-Louis Desnor, rédacteur en chef adjoint, et au dessin l'inénarrable Foulz qui crayonnera tout au long de cette soirée, et également vos enseignants, Madame Toulier et Monsieur Mégy. Merci à tout le monde d'avoir accepté de participer. Encore un grand merci à vous tous et bonne conférence. Bien, bonjour à tous, à toutes. Je suis moi aussi ravie de voir cet amphi plein. Alors, avant de commencer, les remerciements. Les remerciements, ils vont d'abord à la Corpo et aux étudiants de la Corpo Pasteur, puisque c'est une association étudiante qui est extrêmement dynamique. Et donc, le fait qu'ils aient été contactés pour organiser cet événement, puisque c'est passé par la Corpo et non par la faculté qui se contente d'accueillir, montre eh bien qu'ils sont connus au-delà des frontières de l'UFR. Et je les remercie vraiment très chaleureusement pour leur engagement, pour leur dynamisme, le fait de faire vivre notre faculté. Donc d'abord, je voudrais s'il vous plaît des applaudissements pour la Corpo. Ensuite, évidemment, je remercie l'association Génération Charlie, je remercie les personnes de Charlie Hebdo de s'être déplacées, d'offrir cette opportunité de débattre et puis de venir au plus près des étudiants pour aborder un sujet passionnant mais compliqué. Et évidemment, je remercie également toutes les équipes, notamment les équipes de la faculté, pour l'organisation de cet événement. Je sais que Madame Florence Flamand a passé les dernières journées voilà, très très occupée par l'organisation de cet événement. En tout cas, à toutes les équipes, je dis un grand merci. Alors, une fois que... Oui. Alors, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas trop faire les discours et qu'en général, quand je viens faire le petit mot d'accueil, les petits remerciements, je dis ensuite que je suis très occupée et je m'en vais. Et cette fois-ci, je vais faire un petit peu différemment. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, première chose,
Pour moi, l'université a évidemment une fonction qui est d'enseigner, qui est de délivrer des diplômes pour assurer l'insertion professionnelle de nos étudiants. Ok. Mais l'université, elle a une autre fonction. Cette autre fonction, c'est d'être en lien avec la cité. Quand je dis la cité, c'est avec un C majuscule, c'est la cité grecque de l'Antiquité, c'est la cité qui est composée de citoyens indépendants et souverains. Et cet événement aujourd'hui, il a fait venir la cité dans l'université. Ça aurait pu être encore davantage si la communication avait été plus grande, mais c'est déjà très bien et j'en suis ravie. Pourquoi ? Parce que sans l'université, eh bien, la cité ne peut pas être, et sans la cité, eh bien, l'université n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un moment important. C'est quelque chose qu'on essaye de faire quand on est enseignant-chercheur, d'organiser des colloques pour susciter les échanges, le débat. Mais nous n'avons jamais ce beau succès qui est aujourd'hui rencontré par cet événement. Ensuite, deuxième raison pour laquelle ce sujet donc, me tient à cœur, c'est une raison purement personnelle. Je vais à ce moment-là faire preuve d'égocentrisme, puisque lorsque j'ai passé le concours d'agrégation du supérieur, il y a de cela quelques années, c'est un concours qui dure 1 an, et il y a plusieurs épreuves, dont une épreuve qui dure 24 heures. 24 heures sans dormir, à réfléchir à un sujet. Le sujet que j'avais tiré pour ma part était la liberté de critiquer. Évidemment, la liberté de critiquer est en lien avec la liberté d'expression. Et évidemment, en bonne juriste que je suis, lorsque j'ai traité ce sujet, j'ai fait le plan suivant. Grand 1, principe. Grand 2, limite. Un plan classique, allez-vous me dire, sans doute, mais ça m'a plutôt réussi. Et puis surtout, un plan qui est conforme au droit positif. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression existe, certes, mais ce n'est pas une liberté absolue. C'est une liberté qui est de valeur constitutionnelle, qui est protégée par la Constitution, puisqu'elle fait partie du bloc de constitutionnalité au sens où elle est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dès 1789, on vient garantir la liberté d'expression. Alors, c'est pas cette formule, c'est la libre communication des pensées et des opinions. Mais déjà, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, cette liberté n'est pas absolue. Cette liberté d'expression, elle est ensuite consacrée par plusieurs textes supranationaux, des conventions internationales, évidemment par la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 10 qui consacre la liberté d'expression. Mais à nouveau, cette liberté d'expression n'est pas consacrée de façon absolue. À chaque fois, on vient nous dire que la loi peut venir limiter la liberté d'expression. Donc, d'un côté, on a une liberté d'expression qui est un droit de valeur constitutionnelle, un droit fondamental. C'est un droit qui est considéré comme un fondement de la société démocratique, c'est-à-dire un fondement de la cité. On y revient avec notre C majuscule. Pourquoi ? On peut certes s'exprimer pour ne rien dire, mais rien, c'est déjà quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que s'exprimer, c'est nécessairement exprimer une idée, une pensée, une opinion. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, elle peut être révolutionnaire, elle peut être classique, elle peut être pertinente, elle peut être impertinente, mais elle caractérise cette pensée, l'essence même de la personne humaine. Si je ne peux pas m'exprimer par la parole, par l'art ou par tout autre moyen d'expression, je ne partage pas ma pensée. Mon idée reste la mienne et chacun a son opinion. Si dans ce monde où il ne serait pas possible de s'exprimer, eh bien, s'exprimer serait un risque, s'exprimer serait un danger. On comprend bien que le vivre ensemble, que la compréhension de l'autre implique d'échanger nos idées, de critiquer positivement, négativement, implique de s'exprimer. Mais évidemment, cette liberté de s'exprimer, elle ne peut pas être absolue, on le sait. Le code pénal vient limiter, par exemple, la liberté d'expression en interdisant la diffamation, en interdisant l'injure, en interdisant, autre exemple, les propos discriminatoires. Et heureusement. De la même façon, certaines personnes, par exemple moi, en tant qu'agent public, voient ma liberté d'expression modérée, puisque je suis tenue à un devoir de réserve qui m'empêche d'exprimer mon opinion personnelle sur certains sujets, que ce soit pendant mon temps de travail, mais également en dehors de mon temps de travail. C'est la seule chose qui me plaît pas trop dans mon métier. Ce ne sont là que des exemples, mais évidemment, ils illustrent le caractère non absolu de la liberté d'expression.
Alors est-ce qu'il faut le déplorer? Est-ce qu'il faut craindre que le caractère relatif de la liberté d'expression l'affaiblisse? Non. Pourquoi? Parce que si jamais il existe une hiérarchie des droits fondamentaux, on sait très bien que cette hiérarchie n'est pas liée au caractère absolu ou relatif des droits en cause. Il suffit de penser aux droits de propriété, aux droits à la vie. Ce sont évidemment des droits fondamentaux dans notre société, droit de propriété, droit à la vie, et pourtant ce ne sont pas des droits absolus, ils sont relatifs. Donc toute la difficulté consiste à trouver l'équilibre entre la liberté d'expression d'un côté et les limites de l'autre. C'est assez classique, me semble-t-il. Une autre difficulté qui est liée à la liberté d'expression est sans doute moins consensuelle. C'est celle-ci qui m'interroge le plus, c'est celle de l'usage de la liberté d'expression. C'est-à-dire que j'ai le droit de m'exprimer dès lors que la loi ne me l'interdit pas. Mais pour autant, suis-je libre d'utiliser ce droit à ma guise? Peut-on me reprocher un abus dans ma liberté d'expression? Si oui, est-ce que ce serait un abus objectif? J'ai détourné le droit de sa finalité sociale, ou un abus subjectif? Je l'ai utilisé dans l'intention de nuire à autrui. Le fait de disposer d'une liberté, ici la liberté d'expression, me donne-t-il tous les droits dès lors que je respecte le cadre légal? L'usage de ma liberté d'expression est-il nécessairement pertinent? Chacun d'entre nous ne devrait-il pas se poser des interdits, des limites, notamment au regard du respect de l'autre? La liberté d'expression a-t-elle un sens si le propos n'est pas constructif? Le proverbe, vous le connaissez tous, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais évidemment, considérer que la liberté d'expression est abusive en dehors des exceptions prévues par la loi relèverait de la censure, et même si on ne se l'impose à nous-mêmes, de l'autocensure. Or, le vivre ensemble, la liberté, la démocratie, tout cela n'est pas possible sans la liberté d'expression. Encore faut-il que la société, que l'école, que l'université offrent aux individus les capacités, 1, de s'exprimer, et 2, de comprendre ce qui est exprimé par l'autre. Le genre d'échange que nous allons avoir ensemble ce soir et auquel vous allez participer par vos questions contribuera sans aucun doute à apporter cette éducation nécessaire pour le bon usage de la liberté d'expression. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Clara Delande et je fais partie de la Corpo Pasteur, je suis vice-présidente. Et Safwan et moi, on va poser des questions dans une première partie de conférence à nos intervenants, évidemment. Et puis après, dans une seconde partie, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, vraiment toutes. Donc voilà, j'espère que cette conférence va vous plaire. Pour bien commencer, on va commencer par une question qui est très simple. Le nom, prénom, l'âge, la profession et votre plus grande peur à chacun. Sujet un peu compliqué pour commencer, je l'avoue. Mais c'est parti. Le patron commence. Allez. Nom, prénom, âge et ta plus grande peur. J'ai hâte de la réponse. Mon nom de famille c'est Souriceau. Voilà. Mon prénom c'est Laurent. Mon âge, je crois que j'ai 57. Et pas besoin de parler. Et puis quoi d'autre? La plus grande peur. Ma profession? La plus grande peur. Ma profession, depuis 1993, j'ai une carte de presse. Voilà, donc je suis journaliste, dessinateur de presse, voilà, à Charlie Hebdo. Et puis voilà. La plus grande peur. J'ai une peur de quoi? J'ai pas de. Je ne sais pas si j'ai une grande ou une petite peur. J'ai plutôt des. Non, j'ai pas de grande peur. Par définition, les
venir. Peut-être qu'un jour, il arrivera quelque chose que je n'avais pas prévu, j'aurai très peur, mais là, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas demain, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis Adenor, j'ai 32 ans, je suis rédacteur en chef adjoint à Charlie Hebdo, je suis journaliste depuis 6 ans. J'ai très peur de risque pour commencer, et je vais pas être tout seul. Je vais pas être tout seul. Alors, Marine Touillet, donc maîtresse de conférence, moi j'aime beaucoup ce titre de maîtresse parce que ça a quelque chose d'un peu sulfureux qui sème un peu le trouble parfois en face de moi. Maîtresse, ils ont très peur de la suite. C'est ce que je vais dire avant de conférence. Bon, vous êtes habitués, mais dans la vie civile, ça stresse un peu, ils ont quelques instants de panique. Alors, ma plus grande peur, je pense que si vous m'avez posé cette question quand j'étais vers 18 ans, j'aurais pensé à Scarlett O'Hara. Vous voyez Scarlett O'Hara dans Autant d'avortement, la crainte de passer à côté de quelque chose d'essentiel, de rater sa vie, autrement dit, c'est-à-dire d'avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, un grand amour à côté de soi et de chercher toujours ailleurs en face, alors qu'on a auprès de soi tout ce qu'il faut pour vivre bien. Moi, je pense que ça, je n'ai plus cette peur-là. Peut-être celle de ne pas dézoomer assez, de me perdre dans les détails, oui, c'est ça, de ne pas donner sa juste valeur aux choses les plus essentielles et peut-être donner trop d'importance aux détails, râler pour des choses inutiles, banales et passer à côté de ce qui est le plus important, le plus fondamental. Donc parfois mon entourage me le rappelle habilement en me disant escrame. Et là, quand on vous pose cette question, déjà vous comprenez, si vous êtes moyennement subtil, vous me dites que là, c'est qu'il fallait se poser la question, c'est déjà un peu trop tard, hein, ça veut dire que vous avez déjà passé la frontière. Et puis, dans ces cas-là, la réponse est toujours, ou presque toujours, non. Donc, voilà, ça me permet de me remettre sur le droit chemin, de ne pas... Oui, il faut que je donne mon âge aussi. Alors, mon nom Guillaumet, mon prénom Johanna, mon âge 43 ans, bientôt 44, mais pour l'instant 43. Ma profession enseignant-chercheur. Ma plus grande peur, ça a failli d'être que Marine ne s'arrête pas de parler. Je sentais qu'elle se libérait de quelque chose là. Alors, si je ne vous connaissais, on s'entend très bien avec Marine, je précise. On s'entendait. Donc, ma plus grande peur, si on était dans un amphi avec des personnes en face de moi que je ne connais pas, je répondrais de façon superficielle en disant les insectes. Mais puisqu'on est entre nous, je vais vous répondre la vérité. Par contre, c'est pas drôle du tout. Hein. C'est mourir seul. Voilà. Et j'ai pas fini. Je vais bien que tu continues un peu plus longtemps. Donc merci pour votre invitation. Antoine Mégy, 46 ans, profession enseignant-chercheur. Et je ne sais pas si c'est une grande peur ou une petite peur, mais elle vient de se provoquer maintenant. C'est de devoir parler de la liberté d'expression, dont je ne suis absolument pas spécialiste, devant un amphi 600 que pourtant je pense maîtriser quand je fais des cours de sciences politiques, mais qui là est bien étranger. Donc voilà, elle m'a saisi, elle est là, une peur normale, mais elle existe. Je vous propose de passer tout de suite dans le vif du sujet. Alors certes, on est dans une fac de droit, cependant on va passer sur la question de la définition du terme. Ah ouais, merci. Voilà. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais j'ai une première question qui s'adresse justement à Charlie Hebdo. Donc vous êtes un journal satirique. Et
en quoi est-ce qu'on peut vous différencier par exemple des haters qu'on a souvent sur les réseaux sociaux? En quoi est-ce que la satire par exemple apporte un côté positif? Et en quoi êtes-vous différent des haters comme on peut les appeler? Pardon, excusez-moi, petite mise au point avec la réaction. Tu prends, c'est bon, pas ça. Ce que vous nous demandez, c'est de définir pratiquement l'histoire du journal et comment le journal a été créé, c'est quoi la philosophie du journal. Donc ça peut être long en fait. C'est vrai que on ne se définit pas par rapport à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur le net, enfin on a une autre approche des choses. Je dirais que quand on regarde l'histoire du journal depuis les années 70, quand on regarde pour quelle raison ce journal a été créé par la génération précédente, je pense que c'est comment dire, Cavana disait, on fait un journal pour les 20 ou 30 000 personnes qui nous comprennent. Ils n'ont jamais eu la prétention de faire un journal qui serait compris par tout le monde, dont le mot serait compris par tout le monde, parce que ça, ce serait très prétentieux et très arrogant. C'était déjà de créer un lien avec des gens qui nous comprennent, qui apprécient le même humour que celui que l'on a nous. Et donc, c'est de faire un média, c'est un intermédiaire entre un public qui est un peu dispersé dans la population et des dessinateurs, des créateurs qui veulent trouver leur propre public pour dialoguer entre eux. Donc la prétention du journal, c'est pas non plus de changer le monde ou de tout révolutionner, mais c'est au moins de créer du lien avec des gens qui comprennent, qui ont la même sensibilité. Donc c'est vrai que ce que font les autres ailleurs, en fait on s'en fout un peu. En fait. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Si sur les réseaux sociaux les gens font ceci, cela, c'est très bien. Voilà, nous on veut faire un journal comme ça où on se sent libre de dire ce qu'on veut, de dessiner ce qu'on veut, sachant que le critère que je répète souvent, c'est un peu la raison d'être de tout média, quand vous créez un média nouveau, c'est que vous estimez que ce qui existe déjà ne vous donne pas satisfaction. Donc il y a toujours quelque chose d'un peu ambitieux ou prétentieux, c'est de dire, nous on va faire quelque chose que les autres ne font pas. Nous on va dire des choses que les autres ne disent pas. Donc c'est un peu ça, dans l'état d'esprit dans lequel on fait le journal, on se dit, les dessins que l'on fait, on ne doit pas pouvoir les faire dans un autre journal. Les dessins qu'on publie, c'est des dessins que les autres journaux ne publieraient pas. Sinon, si vous publiez des choses qu'on peut retrouver ailleurs, ben, du coup, votre journal n'a plus beaucoup d'intérêt. Et même chose pour les textes, les sujets, les reportages. Toutes les semaines, le travail qu'on fait, c'est d'essayer de trouver une idée, un angle, une réflexion qu'on n'a pas vue ailleurs. Voilà. Ce qui n'est pas évident. Mais c'est l'ambition de faire un journal. Voilà. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit qu'on le fait. Et donc, quand on dit sur les réseaux sociaux, les gens font ceci, cela, c'est très bien pour eux, mais je crois qu'on est un peu loin de ça, en fait. Voilà. Sachant qu'on est quand même si on fait de la satire, même si on fait de l'humour, on est aussi un journal d'information. On fait aussi du reportage, on fait aussi de l'enquête. Donc je pense toujours que la satire, ça ne suffit pas. Et que le reportage et que l'enquête sans le second degré, il manque quelque chose aussi un peu. Donc pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà, ça se complète. Et simplement pour compléter ce que vient de dire Rhys, peut-être que le terme satirique peut être un peu confus. Moi, depuis que je suis à Charlie, je me rends compte que la vraie différence par rapport aux autres journaux où j'ai pu travailler avant, notamment Ouest France ou France Info par exemple, c'est l'exigence qui est mise sur deux éléments importants. C'est l'exigence d'écriture, qui est une exigence qui peut être difficile à atteindre pour des jeunes journalistes notamment. J'ai la chance dans l'équipe d'avoir des journalistes qu'on a pu recruter récemment, qui sont précieux parce qu'ils apprennent aussi l'exigence de Charlie Hebdo, à qui on demande d'écrire, mais vraiment d'écrire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une expérience en presse aujourd'hui, mais c'est très rare. Quand on est jeune journaliste, on nous demande d'écrire, on nous demande de faire un papier propre, on nous demande d'avoir des informations vérifiées, rigoureuses, ce qui est le cas aussi à Charlie Hebdo. Et à Charlie, il y a une marche qui est de l'écriture à monter. Et je me suis perdu, non. Et l'autre élément important, c'est ce que Rhys répète tout le temps, c'est qu'est-ce qui vous énerve cette semaine, qu'est-ce que vous avez à dire. Quand je suis arrivé à Charlie, on a un peu tâtonné sur l'organisation de la publication des papiers, notamment pour le site de Charlie. Et en rentrant, on s'est dit qu'on allait modifier un peu les choses. Et j'ai dit à l'équipe, on a dit à l'équipe, en fait, demandez-vous, dans le mois, on essaie de faire un papier pour le site par journaliste et par semaine.
Demandez-vous ce que vous avez à dire ce mois-ci. Vous avez 4 opportunités dans le mois de dire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de dire qui n'a pas été lu ailleurs, qui fait écho à quelque chose chez vous. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde doit résonner chez vous et c'est ça qu'il faut dire en fait. Et ça, je trouve que c'est précieux parce que c'est malheureusement assez rare, je trouve, dans la presse actuelle. Ok, c'est pas mal. C'est vrai que Oui, c'est vrai. Ok, bah du coup, on va passer à une autre question. Ça fera sujet à débat si le public a des questions par la suite sur cette thématique-là précise. Concernant la liberté et le journal, plus précisément, est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit être uniquement lu par des personnes qui ont un sens de l'esprit critique? C'est ce qu'on suppose que possèdent tous les citoyens. Donc on a une vision optimiste de la démocratie. Je pense que tout le monde est capable de lire ce journal. Maintenant, bon, on peut revoir nos ambitions à la baisse, mais en tous les cas, moi je pense qu'un journal, moi je me dis qu'un journal doit aider le lecteur à aller dans une direction où il n'aurait pas été tout seul de lui-même. C'est un peu je pense qu'un journal, même satirique, il a une dimension pédagogique. Le dessin satirique, c'est une forme d'expression populaire, grand public, qui peut être séduisante, mais je pense qu'il faut, moi j'aime bien quand le dessin attire le lecteur, entraîne le lecteur dans des directions où lui, il n'aurait pas eu l'idée d'aller, de l'emmener dans des reportages, dans des lieux où il n'aurait pas eu l'idée d'aller lui-même, ou de transmettre, de l'ouvrir à des idées, ou à des angles, ou à des remarques qui ne seraient pas venues à l'esprit. Moi, ce qui me plaît, c'est quand les lecteurs me disent tiens, ça, j'avais pas pensé à ça, et en lisant tel article, en voyant tel dessin, ça m'a fait comprendre des choses. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est, avec cette forme d'expression, un peu d'éveiller, d'ouvrir un peu le regard, d'élargir le regard du lecteur vers des choses auxquelles il n'est pas forcément habitué. Ce qui, du coup, aussi, c'est un risque, parce que c'est vrai qu'on ne va pas entraîner le lecteur dans son petit confort intellectuel. Je pense que pour être créatif, il y a une dimension aussi créative en Charlie Hebdo avec le dessin ou l'écriture, on peut être créatif que dans l'inconfort. Donc il faut se mettre en situation d'inconfort pour être inventif et créatif. Si on reste dans sa zone de confort, dans ce qu'on comprend actuellement, si on reste dans les choses qui sont agréables et confortables, on ne découvre rien en fait. Et déjà nous-mêmes, dans notre travail, c'est à nous déjà, en tant que dessinateurs ou journalistes, d'aller vers les choses qui nous sont inconnues, qu'on ne connaît pas. Il faut sortir de notre période de confort pour entraîner aussi le lecteur là-dedans. Donc moi je pense qu'on ne peut pas être créatif et intéressant si on reste dans sa zone de confort. D'accord. Vous pensez que votre journal vise un public qui est averti sur l'esprit critique. Et donc du coup, la prochaine question va s'adresser à nos professeurs. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut parler d'esprit critique et que vous nous l'inculquez, alors que finalement vous vous tenez seul face à un amphi de 600 et que tout ce qu'on écoute, c'est que vous écoutez vous? Non mais c'est vrai, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce soit plus du bourrage de crâne que vraiment... Non mais la question... Bien. Merci pour ces questions provocatrices, volontairement provocatrices, et c'est normal. Encore une fois que vous avez la liberté d'expression dans cet amphi 600, en plus, autant en profiter. Effectivement, on pourrait se demander, et c'est aussi le but d'un cours magistral, ça s'appelle comme ça, finalement, il y a une personne qui parle, qui en plus est payée pour, et en face, on a des étudiantes et des étudiants qui disent « il faut que je raconte ce qu'il me dit, puisque sinon je ne vais pas avoir une bonne note ». Donc, c'est sûr que la contrainte apparaît forte. Ensuite, ça dépend ce qu'on dit. Petite anecdote, quand vous expliquez que vous êtes professeur de sciences politiques, dans 90% des cas, on vous dit « oh bah dis donc, il y a du boulot, et pour qui on doit voter ». En fait, moi, je suis professeur de sciences politiques, mais c'est pas pour dire pour qui on doit voter. Mon travail, quand je parle des élections, c'est d'expliquer qu'il y a des études électorales
Et que ces études électorales, j'ai dû les étudier, et qu'en fait, je vais en faire une synthèse aux étudiants et aux étudiantes. Donc je ne donne pas mon avis, je donne l'avis de ce qu'on va appeler le champ académique et scientifique. Pour justement expliquer, et là je rejoins cette idée de la pédagogie, qu'on doit déconstruire les stéréotypes. Et c'est ça le but de la science. C'est finalement avoir un esprit critique par définition. Alors on est beaucoup moins marrant et moins sarcastique que Charlie. Bien évidemment, notre esprit critique n'est pas le même. Ça pourrait rendre plus drôle ou court, mais on n'est pas tous là-dedans. Mais l'esprit critique, il est attaché à la science. C'est déconstruire la réalité. Donc finalement, si on donne notre avis, vous pouvez avoir l'impression, en tant qu'étudiante et étudiant, qu'on donne notre avis, et pourquoi pas, quand on fait une blague, quand on essaye de rattacher quelque chose à l'actualité. Mais, et je pense que sinon ça ne tiendrait pas, on est là pour faire passer des savoirs qui sont les nôtres, mais qui sont aussi ceux de nos collègues, parce que c'est pas que nous qui connaissons tout. Moi, je ne suis pas spécialiste de toutes les matières de sciences politiques, pourtant je les enseigne. Donc, il faut bien que j'aille voir les gens qui y connaissent. Et ensuite, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, et on n'est pas un média, mais on est un enseignement. On est là pour aller chercher derrière ce que les gens pensent. On est là pour donner des portes que les gens vont ouvrir ou pas, mais montrer les portes, et c'est les portes un peu, alors ça fait redondant, les portes du savoir. Le savoir, ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous en faites ce que vous voulez, la plupart du temps. Hein. Donc voilà, donc on ne donne pas notre avis, on n'explique pas pour qui voter, surtout en sciences politiques. On essaye juste de déconstruire ce qui se passe et déconstruire les stéréotypes. Par là, on est moins sarcastique, mais on est aussi critique. Alors, j'avais pas eu la... Oh, pardon. C'était juste pour demander si quelqu'un voulait... J'allais dire que j'avais pas eu la trame des questions, donc je viens de la découvrir. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas en cours, vous n'aurez pas de mauvaises notes cette année. Et non, je vais répondre en 3 temps. En premier temps, je vais faire une réponse péremptoire. D'accord ? L'enseignant est le sachant, les étudiants sont les profanes. Ils s'assoient, ils écoutent. Péremptoire. Ok ? Deuxième temps, je vais faire une pirouette. La pirouette, c'est intellectuel, hein, quoi. La pirouette, c'est de dire... évidemment, l'enseignant parle et inculque sa manière de penser. Ouais. La pensée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui fait notre individualité, et la liberté d'expression est là pour assurer ça. Et d'ailleurs, plus spécialement pour nous aussi, la liberté pédagogique. Donc finalement, en exerçant cette liberté de penser et de l'inculquer via la liberté pédagogique, on exerce notre liberté d'expression. Tout va bien. Et puis, le troisième temps, ce sera un temps plus personnel. J'ai été étudiante en droit, dans cette faculté d'ailleurs. J'ai donc subi ces cours magistraux avec ces enseignants qui essayaient de m'inculquer leur façon de penser. Et ceux qui me connaissent, au niveau personnel ou professionnel, savent que cela n'a en rien entamé ma liberté d'expression et ma liberté de critiquer. Voilà. Alors, moi, je fais très attention à ça, surtout que moi j'enseigne les libertés fondamentales, ce sont toujours des sujets très polémiques et qu'on appelle clivants dans les médias. Je fais très attention à dire, voilà, ça c'est le droit positif, et puis là, je me permets de donner un petit avis personnel. Et je souligne, j'essaie toujours, en tout cas, je pense que c'est pas mon fait, mais j'essaie toujours de souligner en disant, attention, ça c'est mon avis personnel, et je ne suis pas là pour donner l'avis qu'il faut avoir. Dans vos copies, vous pouvez tout soutenir, sauf ce qui est pénalement interdit. On a les mêmes interdits que tout le monde, hein, donc on les connaît, pas d'incitation à la violence, pas de discrimination, pas de racisme, pas de sexisme, pas de tout ce que vous savez qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est j'insiste là-dessus, et quand je lis des copies extrêmement, vous ne les lisez pas toutes, mais moi je les lis toutes, et je vois des points de vue très différents, très impliqués sur des questions, et évidemment, je ne note pas ça du tout. Je note le raisonnement, je note les connaissances, je note la capacité d'argumenter, et pas du tout le fond de la pensée. Chacun pense ce qu'il veut, et souvent je leur dis, moi, vous ne serez peut-être pas des spécialistes de liberté fondamentale, mais
Ce que j'aimerais, c'est que vous soyez des citoyens debout, hein, des gens qui ne se font pas manipuler, ni personnellement, ni par les réseaux sociaux et tout, les fake news et tout ce qui peut exister. Et la manipulation de masse, elle est tangible, elle existe, elle est tangible. Et plus vous savez, vous êtes sachant, et moins vous êtes manipulable, même si évidemment c'est toujours un savoir limité. Mais c'est vrai que c'est très important. Alors évidemment, l'objectif, être objectif n'existe pas, parce qu'on a le prisme par lequel on présente les choses, et puis ce sur quoi on met la lumière. Hein. Cette année, j'ai décidé de, par exemple, m'occuper des enfants, du trou juridique qui consiste à la protection des enfants, l'inceste, voilà. Et donc c'est vrai que c'est moi qui choisis, mais je le dis au début, hein. C'est mon choix, j'espère qu'il me plaira, mais voilà, il est ce qu'il est, et je l'assume comme étant le mien. Voilà. Alors, on va passer une prochaine question, parce que vous avez répondu à une de nos questions de la trame, qui était est-ce qu'on a le droit de tout dire dans nos copies? Du coup, on va passer cette question-là. Non, il y a pas de question. Cette question va plutôt s'adresser à vous deux, rédacteurs. Quand on parle de liberté et que finalement on est aussi protégé que vous en permanence, est-ce que du coup c'est pas paradoxal de venir dans un amphithéâtre et de nous parler de cette liberté-là, qu'elle soit d'expression, d'aller et de venir, peu importe, protéger personnellement? Vous êtes toujours suivi par beaucoup de personnes, d'après ce que j'ai vu. Donc est-ce que c'est pas paradoxal finalement? Oui, ça l'est devenu. Mais bon, je me dis, bon, c'est des périodes, c'est des moments où, si on veut réfléchir à une expression, il ne faut pas non plus se laisser impressionner par des circonstances. J'espère que ça évoluera et que ces choses-là changeront. Mais la liberté d'expression, quand on la met en œuvre dans un journal, c'est toujours risqué. Moi, j'ai toujours considéré qu'être journaliste, c'était pas du tout confortable. Parce qu'à partir du moment où vous exprimez, vous vous exposez à des critiques, dans le cas le plus optimiste, mais vous vous exposez aussi à des violences, à des menaces. Le journal a connu ça bien avant 2015. L'éditeur en chef de l'époque, je crois que c'était en 95-96, Philippe Val a sorti d'une émission de télévision, s'était fait casser la gueule par des mecs d'extrême droite qu'on n'a jamais retrouvés, et il s'était fait péter les dents. Voilà, c'était. Il avait été sur un plateau de télé dire ce qu'il pensait, il y avait des types qui lui ont cassé la figure. On avait reçu aussi des menaces de mort. Donc, vous faites un journal, vous dites ce que vous pensez, c'est risqué, la liberté. La liberté, c'est un risque, c'est dangereux de vraiment être libre. Et c'est vrai que les gens, on sent bien que parfois les gens, ils sont un peu prudents, ils ont un peu, quand on nous dit mais c'est quoi les limites de la liberté, en fait, ils ont un peu peur de leur propre liberté, ils ont peur d'être vraiment libres. Parce que c'est un risque, la liberté. Voilà. Et même dans une situation démocratique à peu près normale, vous pouvez toujours vous faire agresser physiquement, ça peut arriver. Donc moi j'ai jamais considéré que travailler dans un journal, pas forcément satirique, mais même tout simplement faire un métier de journaliste, c'est dangereux. Vous allez à l'étranger, vous faites des reportages, bien avant 2015, il nous est arrivé, les journalistes de Charlie Hebdo, d'être menacés par des flammes, ou pour tous les journalistes. Quand on va en reportage, on ne sait pas où on va mettre les pieds, vous pouvez vous trouver dans des situations où les gens vous tirent dessus. Donc il faut... Moi, quand je portais un reportage à l'étranger, avant, je rangeais tout chez moi parce que je me disais, si je reviens jamais, donc si je reviens pas, je sois honnête parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose dans le pays où je vais aller qui peut être fatal. Mais parce que, oui, mais le plus, c'est qu'il y avait de bonnes raisons, c'est que les gens se trouvent dans des situations où c'est dangereux. Donc, faire le métier de journaliste ou de reporter pour dire des choses, pour aller voir la réalité, c'est toujours un risque. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous voyez le nombre de reporters, de journalistes qui sont tués tous les ans dans le monde, c'est la liberté d'expression, elle est toujours menacée, partout dans le monde. C'est très bizarre quand on est un jeune journaliste d'arriver à Charlie Hebdo et de voir dans quelles conditions on
travail à Charlie. C'est des conditions que je ne peux pas décrire ici parce que j'ai pas le droit de le faire. Mais c'est très compliqué, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ça, je peux vous le dire, c'est très impressionnant. Le dispositif autour de RIS peut être très impressionnant et heureusement qu'ils sont là et c'est vraiment des gars super, mais c'est vrai que c'est impressionnant. J'en ai parlé avec Yovan qui est assis là-bas et qui déteste que je dise ça là. C'est le mec en gris là-bas là, qui est à la rédaction avec moi, c'est le journaliste Yovan. Oui, c'est lui qui m'a fait ça. Vous voyez la hiérarchie à Charlie Hebdo comment c'est respecté là. Yovan Simovic qui est journaliste chez nous, jeune journaliste qui arrive en septembre, et on a eu Dominique Bernard, vous vous souvenez de l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras. On s'est retrouvés sur la terrasse, sur la terrasse de Charlie Hebdo, à fumer une cigarette, Yovan et moi, et à un moment on s'est regardé et on s'est dit putain, tu te rends compte qu'on est à Charlie Hebdo alors qu'il vient de se passer un attentat. Et donc tout ça se bouscule, évidemment ça rappelle 2015, on travaille dans la rédaction la plus protégée de France, je pense, largement. Et tout ça est très bizarre. Être journaliste, c'est être ouvert sur la cité, c'est avoir des gens qui viennent à la rédaction, accueillir ses sources, faire des vidéos dans les locaux. Idéalement, et c'est moins le cas aujourd'hui, mais idéalement, une rédaction, c'est un monde ouvert sur la ville, c'est important que ce soit ouvert sur l'extérieur. Nous, c'est difficile que ce soit le cas parce qu'évidemment, et c'est incontestable qu'on a été et on est parfois en danger. Mais en fait, le problème, il est là, en fait. C'est-à-dire que quand on est à Charlie Hebdo et qu'on voit Fouls, Rhys, Jean, Biche et d'autres qui dessinent et qui se marrent, qui disent des conneries mais énormes l'après-midi, et qu'on voit le dispositif autour, il y a un côté... franchement, parfois j'ai l'impression ça nous protège une cour de récréation, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça l'impression que j'ai. Je suis avec eux, je les vois, et je me dis, mais comment ça a pu arriver, enfin, comment ça peut être ça, en fait. Comment aujourd'hui, ces gars-là peuvent être à ce niveau de protection-là, pour ce qu'ils disent de la société, pour ce qu'ils disent du monde, et à quel point ils s'en moquent. Ça paraît surréaliste, quoi. Et parfois ça prend, en fait. Alors, je vous rassure, 99% du temps, on n'y pense pas, on travaille normalement. Puis parfois, il y a ces petits moments où en fait, ça nous saute aux yeux, et on se dit, putain, en fait, j'ai poussé une porte blindée pour les voir. Ça, c'est fou. Et justement, vous avez parlé de dangerosité et de risque d'exprimer sa liberté d'expression par le biais de journaux. Et maintenant, je me tourne vers nos universitaires. Est-ce que cette expression de liberté d'expression, elle n'est pas différente, peut-être plus importante, quand on s'adresse à un public de 600 personnes, ou souvent vous le disiez tout à l'heure? J'ai pas compris. Attendez, je vais reformuler parce que je vais dire ça bonne. En fait, la question c'est, est-ce que derrière un journal, alors oui, vous êtes protégé, mais on va prendre l'aspect du journal pour dire que grossièrement vous vous cachez derrière, parce qu'il faut, on le sait, mais pour mieux expliquer la question, face à des professeurs qui en fait se tiennent debout devant un amphi de 600 personnes et qui doivent faire face à 600 personnes. Est-ce que c'est pas plus dur pour vous d'exprimer ce que vous avez réellement envie d'exprimer dans un amphithéâtre? Ok, je comprends. Si. En tout cas, ça va faire presque 20 ans que j'enseigne. Et une de mes spécialités, c'est le droit international privé. Et ce qui veut dire que je peux être amenée à donner des exemples, c'est l'objet même de ma matière, avec des personnes de nationalité qui sont de nationalité étrangère. Et de moi-même, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'auto-censurer, mais de moi-même, je fais attention quand je donne mes exemples, par exemple, sur les choix que je peux faire de nationalité, ou si c'est des exemples qui sont issus d'arrêts de la Cour de cassation, de la jurisprudence. Je précise bien que c'est pas mon choix, c'est comme ça, c'est l'effet de l'arrêt. Donc, c'est sûr que je vois bien, en tout cas pour moi, l'évolution depuis 20 ans, c'est que je fais davantage attention à ce que je dis dans les exemples que je donne, afin qu'on n'ait pas l'impression que je vais stigmatiser telle ou telle personne. Voilà. C'est surtout ça, moi, que je ressens dans mon enseignement par rapport à ma matière. Mais c'est lié à cette matière-là. Parce que quand j'enseigne une autre matière, en revanche, je me sens pas du tout gênée ou limitée dans la liberté d'expression. Merci. Alors, il faut bien comprendre que nous, en France, on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là, et j'espère que ça n'arrivera jamais,
Mais en Turquie, par exemple, vous avez des enseignants-chercheurs qui sont poursuivis, enfermés pour des prises de parole, pour la présence dans des conférences. Donc c'est sûr qu'en France, on n'a pas cette situation, et tant mieux, mais les enseignants-chercheurs peuvent être aussi des cibles dans certains régimes autoritaires, justement parce qu'il y a une forme de liberté académique, parce qu'il y a cette circulation qui se fait au niveau international. Bon. Donc, bien évidemment, on est là, ici, dans un régime démocratique qui fait que nous sommes protégés de cette liberté, mais il y a des pays encore, donc la Turquie, qui voient leurs enseignants-chercheurs enfermés, poursuivis, pour terrorisme, pour complot. Hein. Donc de ce point de vue-là, on peut avoir cette situation. Face à des étudiants, alors moi ma matière elle est différente, c'est pas du droit, c'est de la science politique, et je travaille plutôt sur la violence politique et le terrorisme. Et bien évidemment, depuis une quinzaine d'années, quand vous avez un cours de sciences politiques, que vous travaillez sur ces sujets-là, et que la France est frappée par un attentat, vous devez en fait de pouvoir prendre en compte cette question et de l'étudier et de la présenter à un amphi. De 600 en général, ils sont un peu moins quand même. Faut arrêter de penser qu'on est 600 dans les amphis tous les matins à 9h30, c'est pas vrai. Là je renvoie aux étudiants qui sont pas là le matin. Donc de ce point de vue-là, on est obligé de prendre la parole. Et on s'est posé des questions ici entre professeurs, on a fait une conférence le lendemain des attentats entre le journal Charlie, pour justement essayer de savoir comment on pouvait, nous, avec nos connaissances, avec notre liberté, mais aussi peut-être avec nos peurs, il ne faut pas se mentir, on avait aussi nos peurs d'aborder ces sujets-là de front face à des étudiants et des étudiants qui pouvaient penser autrement, et qui pouvaient physiquement, en tout cas, dans l'espace qui était le nôtre, nous dire des choses. Donc on n'est pas armé à ça, on n'est pas armé intellectuellement forcément, on n'est pas armé physiquement. Donc oui, bien sûr qu'on réfléchit. C'est là aussi où la pédagogie, c'est là aussi où le pas de côté qui peut paraître un peu ennuyant, qui s'appelle les sciences sociales, la méthode scientifique, bah, ça nous permet en fait de se dégager un petit peu, de peut-être se limiter dans ce qu'on dit, mais aussi d'apporter d'autres réponses. Des réponses peut-être moins évidentes que celles qu'on va donner, je suis désolé, je balance, mais dans à 10 minutes après un attentat, avec des faux experts qui arrivent et qui vous racontent ce qui se passe, alors que, en fait, nous, en tant que chercheurs, on ne peut rien dire de ce qui se passe. On n'a pas accès aux infos, on n'a pas d'analyse à chaud. On est appelé en tant que chercheur, vous travaillez là-dessus, est-ce que vous pouvez venir participer à ce plateau pour raconter ce qui se passe au moment de l'attentat? Bah non, en fait. Donc ça, c'est aussi ce qui nous maintient, ce qui nous permet d'avoir une liberté d'expression. C'est aussi de dire, non, on a une méthode scientifique, et quel que soit le contexte, bah, ça nous permet aussi de pouvoir dire des choses, et peut-être décaler les enjeux d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est la question de l'auto-limitation. Alors moi, j'ai que des sujets, les 3 quarts du temps, des sujets délicats, que ce soit les questions religieuses, les questions du pouvoir aussi non religieux, voilà, on verra la semaine prochaine l'abattage rituel contre bien-être des animaux, ça c'est dans le genre vivant, voilà. Donc moi, la méthode que je mets au point, jusque-là, je suis encore vivant, personne ne m'a encore maltraité, ça fonctionne, pourvu que ça dure, c'est de poser des questions rhétoriques, c'est-à-dire par questionnement. Genre, ne pourrait-on pas penser que, ou il se pourrait amener les étudiants à se poser des questions, parce que selon moi, vraiment, c'est la méthode de la maïotique, c'est-à-dire les faire advenir en eux la liberté, justement, de penser quelque chose, mais fondé sur, non pas ce que j'appelle la pensée par PMU, je suis contre ceci ou je suis contre cela, mais qu'ils aient des arguments pour eux-mêmes avoir un point de vue dessus. Voilà, c'est la bienveillance aussi, je pense que la méthode de plus en douceur permet peut-être de désamorcer certains sujets où il pourrait y avoir un peu de violence dans les débats ou dans les... Peut-être que ça c'est ma méthode à moi, et surtout par le questionnement, se poser la question et laisser ensuite mûrir, et surtout aussi je fais beaucoup dans les TD des plaidoiries
où les deux points de vue sont toujours représentés, ce qui nous permet d'avoir les deux représentés. Souvent, je dis, voilà, il y a deux points de vue et vous choisirez, j'insiste là-dessus, on peut avoir des points de vue extrêmement opposés, tout existe, tout est possible, jusqu'à ce que, évidemment, on freine la loi toujours les mêmes limitations. On n'a pas essayé la douceur, peut-être qu'il faudrait essayer la douceur, je sais pas. Merci à tous pour ces réponses. On va passer à un format qui va être un peu plus dynamique et qui va surtout pouvoir vous lancer sur des questions de vous publiques. C'est simple, on va poser des questions courtes, simples, et les intervenants vont devoir répondre de manière courte et simple, s'il vous plaît. Répondez de manière courte et simple. Demandez-nous ce que vous voulez, absolument tout ce que vous voulez. Première question plutôt pour Charlie, avec une réponse en oui ou non. Oula. Très compliqué, mais normalement Très ça va dur, déjà le très faire. Je suis Charlie, a-t-il ou été un slogan à la mode? A-t-il ou est-il? Est-il, Non. peu importe. Non. Non. Tu peux les dire avant, tu peux les dire avant. Est-ce que tu veux que je te dise? A-t-il répondre à ma question? Ah oui, non, je te dis non, la réponse est non. Je suis Charlie, est-il un slogan à la mode? Je te réponds non. Charlie Hebdo est je suis Charlie est un slogan à la mode pendant 1 an ou 2 peut-être maximum. Aujourd'hui, Charlie Hebdo, je suis Charlie est un slogan clivant. C'est ce qu'en fait, je le ressens, je sais pas ce qu'en pense Rhys, mais et puis ça veut pas. Ce qu'on dit souvent à l'élection, c'est que je suis Charlie, il n'est pas à nous, il est à tout le monde. Derrière ça, aujourd'hui, tu mets tout un tas de trucs. Je suis pas certain que ce soit hyper vendeur aujourd'hui, le je suis Charlie. Moi, je ne crois pas. Oui, non, c'est vrai que cette expression je suis Charlie, elle est un peu énigmatique parce qu'elle nous a été presque pas imposée, mais on nous a défini comme ça nous est tombé dessus, mais nous-mêmes, on n'a jamais bien défini nous-mêmes ce que c'était Charlie. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines et on ne se pose pas la question de savoir ce que c'est je suis Charlie. Maintenant, on comprend bien que, vu les circonstances du 7 janvier, les gens ont voulu marquer leur solidarité. Donc pour moi, je suis Charlie, c'est un geste de solidarité avec ce qui est arrivé au journal, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, peut-être pas en demander plus ces expressions, je suis Charlie. Voilà. Si vous étiez une de vos couvertures, laquelle seriez-vous? Oula. Bah écoute, moi, je dirais une réponse vraiment hyper bateau, mais moi j'ai vraiment beaucoup Mahomet qui est porté par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons, je trouve que je trouve ça génial. J'adore la tête de Mahomet qui pleure, je trouve ça génial. Une couverture que Charles avait faite il y a bien longtemps, c'était très simple, on voyait Édouard Balladur, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Édouard Balladur. Non, carrément, il faut regardez sur internet, vous allez tout comprendre. En fait, il n'y avait pas des gens, il y avait juste Balladur qui s'adressait au public et qui disait. Non, mais Fools, non. Ouais, c'était un dessin très simple. Vous voyez donc le Premier ministre de l'époque était Édouard Balladur, un Premier ministre plutôt conservateur et réel qui est assez hautain. Et il disait, il n'y avait pas des gens, il y avait juste une phrase qu'il disait, il s'adressait au lecteur, il disait « Je vous aime ». C'est tout. Voilà. Je crois que c'était très direct, il y avait pas d'autres explications, ça résumait le personnage. Non, mais madame, ne prenez pas ça en photo, s'il vous plaît. Ensuite, une petite question pour nos universitaires. Faut-il être attentif au langage pour éviter d'offenser certaines personnes? Avec une réponse la plus brève possible. Non. Le langage peut offenser certaines personnes, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il faut être attentif à son langage? Tout dépend de l'objectif qui est le sien. Voilà. On discute avec la personne. En tout cas, moi personnellement, c'est quelque chose que je peux utiliser sciemment pour mettre quelqu'un mal à l'aise ou la déstabiliser. Et évidemment, c'est la force des mots. C'est intéressant comme question, on l'a eu un peu ce matin, on a discuté avec un groupe de jeunes aussi. On a eu cette question du fait d'être blessé. Quelqu'un nous a dit que ça lui arrivait d'être blessé par. Ça lui arrivait d'être blessé par les dessins. Et ce que vous pouvez dire, est en fait, oui, ça lui arrive à tous. C'est carrément que les statistiques, je sais pas ce qui se passe.
C'est du sabotage. C'est du sabotage, on est d'accord. Oui, c'est bien, ouais. En fait, j'ai un peu tricoté, c'est pour ça que. J'étais un peu le TC, j'ai tricoté le micro, j'ai pas eu son consentement. Donc, ouais, ce matin, quelqu'un nous a dit voilà, quand ça m'arrive d'être blessé par les dessins. Non. Et en fait, effectivement, moi aussi, ça m'arrive d'être blessé par les dessins. Vous venez de me voir dessiner par Fools, il y a 2 minutes là, à l'écran, avec quelques kilos en trop. Et ben en fait, ce que je disais à cette personne ce matin, c'est que c'est ok d'être blessé. C'est ok de blesser aussi les gens. Dans un groupe d'amis, la communication, ça peut aussi être assez charrière. Et ça permet de créer. Oui, je disais que c'était ok de blesser les gens, et je pense que là-dessus, en fait, il y a un peu. Moi j'ai démystifié ce truc d'avoir peur de blesser qui que ce soit. En fait, Rhys peut en parler mieux que moi, mais il y a le cadre légal dans lequel s'inscrit la liberté d'expression et la liberté de la presse. Qui est un cadre que Charlie respecte, un cadre que Charlie peut faire évoluer, d'ailleurs, parce qu'on a été plusieurs fois en justice sur des dessins qu'on a fait, ça a été plusieurs fois. Mais en fait, je pense qu'il y a un moment, en fait, on est tous des adultes, on est grands, et on ne peut pas avoir d'être secoué, quoi. Et effectivement, les mots peuvent blesser, bien sûr, et parfois, en fait, ça fait du bien d'être un peu secoué et d'être blessé, je trouve. Et le langage est effectivement un outil performatif, c'est aussi une façon de faire advenir des choses chez les gens. Vous parliez de maïotique tout à l'heure, je me disais qu'on n'avait pas essayé la manière douce. J'ai pas méga envie qu'on essaye de manière douce, en fait, je trouve que ce qu'on fait est quand même assez utile dans la façon de provoquer des choses et de provoquer des réactions avec un certain limite, donc je pense que Rhys parlera beaucoup mieux que moi. Donc, la question c'est. C'est tellement long qu'on a oublié. Ouais, je suis hyper Par rapport à ce qui était dit précédemment, c'est vrai que dans un cadre universitaire, la manière de s'exprimer impose des règles qui ne sont pas les mêmes que quand vous êtes dans un journal d'opinion. Je suis sûr certains, on a un théâtre, c'est pas qui sont les personnes. Bon, il y a un langage universitaire, je dirais pédagogique, particulier, qu'il faut bien dire, nous on ne connaît pas. C'est vrai qu'on n'est pas des profs, on n'a pas la même responsabilité, et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus libre de dire les choses comme on veut, de manière directe, surtout qu'un dessin satirique, c'est un langage qui est très direct, qui ne passe pas par des démonstrations très longues. Le ressort du dessin satirique, de l'humour, c'est tout le contraire d'un travail universitaire, c'est le raccourci, c'est d'aller tout de suite à la conclusion. Donc c'est vrai que, mais je pense aussi qu'il faut penser que dans un journal satirique, il va y avoir aussi des textes. Parce qu'on a aussi besoin, à côté des dessins satiriques, des raccourcis, d'avoir des développements aussi. Les dessins satiriques, parfois, souvent un dessin économique en discours, c'est flatteur pour les dessinateurs, mais c'est un peu insatisfaisant. On a aussi besoin d'être structuré intellectuellement par des discours, des concepts, pour aussi comprendre les raccourcis des dessins. Voilà, donc je pense que quand on est outillé comme ça, on peut affronter des choses qui peuvent vous blesser. Mais c'est vrai que quand les gens se sentent blessés, c'est peut-être aussi qu'ils ne sont pas bien outillés pour recevoir des choses dont ils ne comprennent pas les codes, les ressorts, les aboutissants. Donc c'est un langage aussi de la satire. Et c'est vrai qu'on essaie aussi de faire un peu de pédagogie chez des lycéens, des collégiens, à travers l'association qu'on a créée, Dessiner, Créer, Liberté, pour leur faire comprendre comment ça fonctionne un dessin satirique, comment il faut l'interpréter, ne pas surinterpréter un dessin, parce que souvent les gens interprètent de travers les dessins, on les surinterprète. Donc nous c'est pas évident, on aime bien faire la satire, on aime bien le second degré, on aime bien le bourgeois, mais c'est vrai que parfois en face les gens ne comprennent pas ce langage, c'est comme un langage, c'est comme une langue. Voilà. Et moi juste pour rajouter, on est aussi dans une position de pouvoir ici. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans la salle, que vous mettez derrière ce bureau, vous avez une position de pouvoir. Donc blesser une étudiante ou un étudiant dans 250 personnes, votre but, c'est quand même de l'amener à la fin du semestre, en fait. C'est pas qu'il disparaisse. Donc vous faites toujours, vous devez toujours faire attention à cela. Après, l'exigence en plus petit groupe, ça peut être aussi de dire t'as rien foutu et les amener à cette exigence. Mais je pense qu'il y a une différence et c'est justement, on peut avoir de la pédagogie quand on fait un journal ou quand on fait de l'enseignement. Ensuite, notre position, nous, elle est aussi de pouvoir incarner l'enseignement pour que les étudiantes et les étudiants aient envie de continuer. Et on est face à des gens qui peuvent disparaître du jour au lendemain de l'amphi, on n'a plus personne et on a un peu perdu notre mission ici.
Donc voilà, on ne doit pas blesser, on peut être exigeant, mais on est dans un rapport différent, je pense. Je voulais juste ajouter, je pense que le but n'est pas de blesser, le but est d'éloigner les frontières de nos étroitesses intellectuelles et affectives aussi, parce que c'est souvent des réactions qui sont sentimentales, un peu, c'est-à-dire on est hyper susceptible. Et la susceptibilité, c'est une marque d'ego. Donc, moi, je travaille beaucoup avec ça, avec les étudiants de l'heure. Vous mettez votre ego dans votre poche parce que vous n'aimez pas ce que vous faites, vous critiquez ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes. Et ça, je pense que c'est des subtilités qui nous revient à nous de leur montrer justement que l'on peut, et quand on a un sentiment religieux, mettons, on va choisir un sujet Charlie, lorsque l'on a une croyance religieuse, si jamais elle est mise à mal par un dessin, c'est pas hyper bien accroché. C'est-à-dire que si vous êtes plus convaincu de ce que vous avez pensé la veille juste parce que vous avez vu un dessin qui vous déplaît, c'est quand même très inquiétant sur vos croyances. C'est mon point de vue personnel. Mais je pense que c'est un apprentissage aussi de ne pas être hyper susceptible et blessé partout. Mais le but n'est pas de blesser, mais à mon avis vraiment d'ouvrir les portes de moi. D'essayer de déplacer les frontières. Et justement, je reviens sur ce que vous disiez, vous parliez de blesser l'interprétation du public. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une caricature soit jugée trop sensible par la rédaction pour être publiée? Sensible, quoi. Oui. Non. Oui. Moi, je dis toujours, est-ce que les gens ne vont pas comprendre de travers un truc qui est mal conçu? C'est un peu comme une phrase. Si votre phrase elle est mal structurée, vous allez comprendre la phrase de travers. Vous allez faire des contresens. Voilà. Donc moi, ce que je fais gaffe, c'est qu'il n'y ait pas de contresens possible dans le dessin. Après, il faut assumer qu'il faut que le dessin soit clair. Moi, je préfère un dessin qui est clair, même s'il est rude, même s'il est brutal, qu'un dessin ambigu ou mal foutu, qui peut être compris de travers. Parce que là, des fois ça peut arriver, des fois, on s'aperçoit que les gens interprètent mal un dessin et on se dit, ah ben c'est nous qui n'a pas été suffisamment clair dans la légende, on a laissé, je ne sais pas, perçu que ça pouvait être compris autrement. Donc moi ce qui me préoccupe, c'est faire des dessins qui ne soient pas ambigus. Mais ambigus, c'est pas ambigu, ça veut dire aussi qu'ils peuvent être très affirmatifs, mais on l'assume. Voilà. On l'assume, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on veut dire. Je me suis rendu compte ce matin en réfléchissant que je n'avais jamais vu, vu que ça fait un peu plus d'un an que je suis à Charlie, j'ai jamais vu Rhys, ou d'ailleurs aucun des dessinateurs de Charlie, dire « Ah non, c'est pas possible ». En revanche, j'ai déjà plusieurs fois vu dire que c'était un mauvais dessin, que c'était pas réussi, que c'était pas assez clair, voilà, il y a tout un jargon de dessinateurs, c'était trop bavard, par exemple, quoi que ça veut dire. Mais jamais refusé un dessin parce que c'était trop dur, non, j'ai jamais vu ça. C'est le plus l'inverse, c'est parfois des lecteurs qui nous disent qu'on est trop gentil. Des fois, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ok. Bon, ça va être la dernière question. Et je pense que ça va être compliqué pour vous. Si vous deviez changer vos places, donc professeur passant rédacteur et rédacteur passant professeur, quels conseils vous pourriez vous donner mutuellement pour vos professions, pour exercer vos professions? Ouais. Alors, Philippe, quel conseil tu leur donnerais s'ils devaient devenir journaliste à Charlie? Ah ben qu'il faut aller au bout de sa liberté, quoi. Il faut pas. C'est un métier exposé, mais il faut y aller à fond, en fait. Voilà, si je puis dire. Ouais, moi ça serait un truc dans le genre aussi. Je pense que je dirais travaille beaucoup, arrête d'avoir peur et travaille encore, quelque chose comme ça. Donc quand on travaille assez, quand on travaille beaucoup et assez, ça sert à rien d'avoir peur, donc il faut faire confiance à un moment. Voilà, et si je devais devenir prof, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? À part arrêter de faire grésiller le micro, peut-être. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir prof, c'est ça la question. Donc le conseil qu'on m'a donné à moi et que j'essaye d'appliquer, d'être exigeant mais indulgent. Voilà. Je vais le dire à l'équipe, c'est vachement bien. Exigeant et indulgent. Ouais, ça va. Vous n'avez pas de conseil? Bon.
Du coup, on va clôturer cette phase où on monopolise la parole finalement, et ça va être à vous, public, de poser toutes les questions que vous voulez souhaiter aux intervenants. Allez-y. C'est notre partie préférée, on compte sur vous. Les petits t-shirts blancs que vous voyez, c'est pour les micros. Donc, on attend juste qu'ils récupèrent le micro et vous y allez. Il y a des mains levées. Il y a des mains levées. J'ai envie et tout. C'est vrai? T'étais là pour juin? Oui. C'est pareil, ça me souvient? Oui, c'est bizarre pour être présent. Oui, il y a du moi, j'ai une question. On va peut-être en faire un. Il y a 10 ans, la majorité de Français. Pardon, on n'entend pas. Là, pardon, excusez-moi. Une majorité de Français ont soutenu Charlie. Et est-ce que vous pensez, avec tous les événements qu'on voit en ce moment, que ce soit ce qui s'est passé à Charlie, nous à Rouen, à Cité-Couvré, ou même plus récemment avec tous les professeurs, a entraîné qu'une majorité de Français se font plus dominés par leur peur et osent de moins en moins s'exprimer? Est-ce que vous pensez que dans 50 ans, Charlie aura toujours autant de liberté? Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai... En fait, quand on dit que les Français sont plus craintifs, je ne sais pas de quel Français on peut parler. Ce qui est clair, c'est que ce qui nous a atteint, nous, au journal, maintenant ça atteint les professeurs dans les lycées et les collèges, et donc ça atteint des catégories de personnes qui ne sont pas habituées, qui ne sont pas préparées à ça, en fait. Qui travaillaient dans un milieu en principe protégé, qui est issu de l'école, du lycée, où justement il y a une liberté d'expression, de pédagogie qui normalement est protégée. Et en fait, cette liberté-là, elle est un peu menacée, ou elle est en tous les cas remise en cause. C'est un peu ce qu'on craignait en 2015, c'est que ça commence avec des dessinateurs satiriques, ça continue avec des journalistes, et puis ça passe à d'autres catégories de personnes, et en particulier des catégories de personnes, les profs qui ont un rôle de pédagogie, comme un peu les journalistes aussi. C'est aussi de transmettre des choses dans des procédés différents. Et on voit bien que la transmission de la connaissance, la transmission des idées, c'est mis en cause en fait, dans des secteurs différents. Les gens qui sont en position d'avoir à transmettre des choses, des valeurs, des concepts, une manière de réfléchir, je ne vais pas dire qu'ils sont menacés, mais en tout cas, c'est un peu quand même. Voilà. Donc, tout le monde est un peu en première ligne sur maintenant. Et malheureusement, de manière intuitive, on se doutait bien, nous, à Charlie, que, contrairement à ce que certains pensaient, ce ne serait pas que des dessinateurs satiriques qui seraient menacés, mais que bientôt d'autres catégories de personnes seraient bientôt menacées. Donc maintenant, on y est. Et là, je disais il y a quelques jours l'interview de procureur Bolins, qui était présent en 2015 et qui s'occupait de l'instruction des attentats de ce janvier. Il disait maintenant qu'il faut vivre. On est obligé de vivre, d'intégrer ce qu'on appelle le terrorisme, cette forme de terreur. Elle est là, elle est présente. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 50 ans. Mais il ne faut pas non plus, il faut la déjouer, il faut la surmonter. Je ne veux pas dire qu'il faut l'intégrer en l'acceptant, mais il faut être plus malin que ces gens qui veulent nous faire peur. Il faut être plus déterminé que ces gens qui veulent nous faire peur. Quand après l'attentat, un mois après, on a décidé de refaire le journal, c'était aussi une réponse pour dire on ne va pas définir ce qui se fait ou ne se fait pas dans une démocratie, ne va pas être défini par des organisations, des idéologies terroristes. Donc on est obligé, quand on est démocrate, de jouer le jeu et d'aller au bout des choses auxquelles on croit. Il faut continuer de faire des choses, continuer d'enseigner, même s'il y a malheureusement des actes de violence. C'est sur le long terme qu'il faut que notre détermination soit plus durable, plus forte que les gens qui veulent nous faire taire. Voilà. C'est vraiment un bras de fer qui va durer encore des années. Et dans la même ligne que ce que vient de dire Brice, il y a aussi une chose qui est importante pour nous et qui nous inquiète un peu, mais pour se regarder en ce moment, c'est aussi l'autocensure, la censure qui provient de la base, en fait, plutôt que celle qui vient de l'État ou d'une organisation terroriste. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment dans cette période, dans les universités notamment,
Et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de travailler avec Génération Charlie, c'est aussi pour ça qu'on est là aussi ce soir pour vous parler à vous directement. C'est pour ça que quand on vous dit de nous poser toutes les questions que vous voulez, c'est pas innocent, c'est qu'en fait on a envie que vous disiez des choses que vous n'oseriez peut-être pas dire devant notre chair, on dit c'est ça hein. Voilà. Parce qu'en fait on se rend compte de plus en plus, on a eu une question, je crois que c'était à Toulouse, hein. On nous a dit est-ce que vous avez peur du rétablissement du délit de blasphème? Alors non, moi j'ai pas peur que l'État français rétablisse le délit de blasphème. Le législateur, je ne dois pas voter une loi pour le délit de blasphème. En tout cas, je n'espère pas. En revanche, ce qui nous inquiète plus, c'est que l'attaque contre la capacité de critiquer les dogmes religieux, notamment religieux, parce qu'on pourrait parler de plein d'autres trucs, viennent de la base, en fait. Que ça vienne des gens eux-mêmes qui désapprouvent le fait qu'on puisse user d'une pensée critique envers un dogme vertical qui est imposé aux gens. C'est ça qui nous inquiète plus. En tout cas, moi, dans ma position et issue de ma génération, c'est ça qui m'inquiète le plus aujourd'hui. C'est pour ça que quand on a réfléchi avec Martin sur Génération Charlie, on a eu envie de mettre dans l'objectif de cet assaut de créer du débat, quoi. C'est con, mais créer du débat, créer de la pensée. En fait, créer de la pensée avec un cadre, bien sûr. Le cadre, c'est le cadre légal, évidemment. C'est aussi le cadre moral de chacun. Il n'est bien sûr pas question de s'en prendre aux gens, bien sûr que non, mais de débattre d'idées, de s'en prendre aux idées. C'est tout à fait possible de s'en prendre aux idées. Donc il y a ce mouvement. On n'est pas en Iran, on n'est pas en Turquie, j'espère qu'on n'y sera jamais. Mais il y a quand même ce spectre-là qui est un peu inquiétant, je trouve, qui est l'incapacité de débattre de certaines idées. Et c'est quelque chose qui nous fait remonter assez souvent, des gens qui nous disent qu'on n'arrive pas à débloquer, notamment chez les plus jeunes, le débat et la discussion sur certaines questions. Et on ne va pas se cacher, le fait religieux en fait partie. Je le dis clairement. Voilà. J'espère que ça répond à la question, je ne suis pas sûr. Une question du coup? Oui, bonjour. Merci d'être là déjà. Dans le cadre bien précis des manifestations, d'un rassemblement, qui sont donc des droits fondamentaux aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les limites de la liberté d'expression, là où le droit de se rassembler est censé pouvoir permettre d'exposer ses opinions, voilà. Le droit. C'est ce que vous évoquiez, il y a toujours aucune liberté n'est absolue. Même la liberté d'expression n'est pas absolue. On le sait à Charlie Hebdo, ça ne nous dérange pas, parce que si on revendique une liberté absolue, bien cette dimension absolue peut être revendiquée dans d'autres domaines et se retourner contre nous aussi. Donc c'est un peu un billard de langue, il faut anticiper aussi ce qui pourrait un peu se retourner contre nous. Donc qu'il y ait un cadre à la liberté d'expression, nous ça ne nous dérange pas, ça nous rassure parce qu'on sait aussi ce qu'on peut faire. C'est comme les juristes, quand on dit le droit, ça veut dire quand on lit le droit, en même temps on dit aussi ce qu'on peut faire. Et donc je pense que le cadre de la liberté d'expression en France, il est quand même très grand. Donc il ne faut pas, les limites, nous, ça ne nous dérange pas, et on ne suit pas cette conception un peu anglo-saxonne de liberté d'expression sans aucune limite, qui est un peu inspirée par cette idéologie libertarienne, où rien ne doit limiter les activités humaines, rien ne doit limiter les activités économiques, rien ne doit limiter la liberté d'expression. Sur les réseaux sociaux, on peut mettre en ligne tout n'importe quoi, c'est un peu la conception d'Elon Musk, des textes négationnistes, des affaires au meurtre, etc. Ça, cette vision qu'on trouve un peu dans certaines pensées anglo-saxonnes, c'est pas la nôtre. On n'est pas des libertariens. Et malheureusement, c'est vrai que parfois on a un peu l'impression qu'il y a un malentendu entre libertarien et libertaire. C'est pas la même chose du tout. Charlie est un journal libertaire, on n'est pas des libertariens et on n'est pas pour le non-droit, en fait. Voilà. Parce que le droit, ça nous protège tous à un moment donné ou à un autre. On est bien content que ça existe, même pour Charlie. Voilà. Dans le cadre des manifestations, c'est pareil. C'est très bien aussi que les préfets peuvent ne pas donner des autorisations s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Bon, après ça, il faut juger au cas par cas. Mais même là aussi, il peut y avoir aussi des limites. Voilà. Ça peut être justifié des fois, on ne peut pas justifier. Ça, après, il y a des recours administratifs.
Oui, non, on ne prend pas de voix. C'est bon, vous m'entendez? Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir si avoir une croyance religieuse forte et travailler à Charlie Hebdo, c'est incompatible. Alors, c'est une super bonne question. Alors, je vais peut-être laisser pas trop répondre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vient à Charlie Hebdo, c'est vrai que c'est pas une église, c'est pas un temple, c'est pas une synagogue, c'est un lieu où justement on veut ne pas vivre dans un lieu religieux, justement. On veut s'échapper de ça, en fait. Donc si on crée le journal et puis qu'on retombe dans des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même un minimum de choses partagées par les gens du journal, avec des nuances, parce qu'il y a des nuances. Pour la plupart d'entre nous, on a reçu parfois des éducations religieuses, enfin, on n'est pas complètement étranger à tout ça. On a des gens dans nos familles qui sont croyants, on est un peu connectés aussi aux faits religieux. Mais c'est vrai que dans le journal, c'est vrai que on n'est pas très religieux, il faut dire ce qui est. On est plutôt athée, parce que c'est pas seulement une question de religion, je dirais que je crois que le dénominateur commun de ce qui motive les gens qui font le journal depuis toujours, c'est de vivre dans une société débarrassée de ses mythes. Voilà. Parce qu'on pense que les mythes, pas seulement religieux, mais de toute nature, brident en fait la liberté. Mais c'est vrai que vivre sans mythes, c'est très risqué aussi. Les gens ont peur. En fait. Ils se rassurent avec des mythes, ils se rassurent avec des légendes, des dogmes. C'est structurant aussi pour beaucoup de gens de croire à des choses comme ça. Et c'est vrai que vivre totalement libre de toutes ces choses-là, c'est un risque. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'exercice de la liberté, la plus grande possible, c'est risqué. Voilà. Mais même soi-même, est-ce qu'on est bien capable d'être totalement libre? Donc c'est vrai que faire un choix comme Charlie Hebdo, c'est pas la portée de tout le monde. Quoi. Tout le monde n'est pas prêt aussi à vivre sans lui. Et donc c'est vrai que c'est pas Charlie Hebdo qui ne pas nous, je dirais. Voilà. Il y a d'autres endroits où ils ne pensent pas nous. Je vais faire une distinction qui me paraît importante entre ce qui est le fait d'être croyant, appartenant à une organisation religieuse, et le fait d'avoir la foi. Je précise, je le dis sans aucun problème parce qu'on avait dit qu'il fallait tous dire et qu'on pouvait débattre de tout, que moi je parle d'une posture d'athée puisque je suis athée et que je le revendique. Voilà. En revanche, si tu as la foi, je parle d'une foi déiste. On va poser des termes de milieu, je sais que c'est chiant la définition, je vais essayer d'aller vite. On va dire que le déisme, c'est la croyance selon laquelle Dieu a créé le monde et l'homme. La croyance selon laquelle une créature supérieure et intelligente a créé le monde et l'homme. Ça vous va comme définition? Je prends ça, ok. Cette définition-là, c'est la plus large possible, ok? Je l'ai faite la plus large possible pour définir ce que c'est que le déisme. Mettons que tu sois déiste, donc tu crois qu'une créature supérieure a créé le monde et l'homme. Je pense que jusque-là, tu peux travailler à Charlie. Si c'est ta foi personnelle, ta conviction personnelle, tu peux. En revanche, là où ça va poser problème, c'est quand tu vas commencer à t'appliquer et à appliquer au monde un dogme religieux. Et c'est pas tout à fait la même chose. À partir du moment où tu as une structure autour de toi qui va t'imposer une façon de vivre au nom de principes qui sont édictés, qui sont, on dit, révélés dans la religion, donc ils ont été révélés, ils ne sont pas contestables en raison. Là, ça va poser problème, parce que tout notre job consiste à critiquer les choses, tu vois. Donc, si tu commences à m'expliquer qu'il faut que tu manges tel aliment, et que je te demande pourquoi, et que tu me réponds que c'est comme ça, là, on va avoir un souci. Parce que intellectuellement et rationnellement, on ne va pas pouvoir discuter. Voilà, on va devoir s'arrêter là. Si tu m'expliques que cet aliment-là est bon pour ton corps, parce qu'il produit tel effet, etc. sur le corps, très bonne explication. Tu m'expliques qu'il y a un livre qui est tombé du ciel il y a 1400 ans pour t'expliquer ça, là, ça risque de moins le faire. Mais après, ça va moins le faire. Libre à toi. Personne ne se force à rien à Charlie Hebdo. C'est toi qui vas. Au bout d'un moment, logiquement, si on fait bien le travail et que tu t'épanouis dans la réflexion, tu vas remettre naturellement toute seule en cause ces choses-là. C'est ce qu'on espère en fait. C'est ça la dangerosité de l'esprit critique. C'est pour ça que les régimes théocratiques n'invitent pas à l'esprit critique. C'est parce qu'en fait, l'esprit critique, il questionne la règle. La règle, quand elle est rationnelle, démocratique, débattue, elle a du sens. Quand elle est révélée, c'est différent. Oui, bonjour Alain. Voilà. Alors merci d'être là, oui, bon.
Moi, je vais mettre les pieds dans le plat, peut-être un peu, c'est-à-dire, alors d'abord, est-ce que vous avez des pressions politiques plus ou moins, alors pas des coups de téléphone de l'Élysée, bien sûr, mais par les voies obscures des réseaux, par moments, selon les moments, si c'est arrivé, etc. Deuxièmement, la liberté d'expression suppose qu'on en ait les moyens. Donc, c'est les questions, c'est-à-dire pour une presse indépendante, ça serait de savoir s'il y a assez de réserves pour que le journal puisse tenir, s'il y a un nombre d'abonnés confortable, si... On a toujours besoin de plus d'abonnés, n'hésitez pas. Non, mais savoir, parce que c'est évident qu'un organe de presse doit tenir de manière indépendante comme vous. Or, encore faut-il avoir un trésor. Bon, suite aux attentats, il y a eu effectivement la réserve a dû monter. Là maintenant, où ça en est pour pouvoir faire face aux besoins par rapport aux procès qui sont faits, etc. Et pour tenir dans l'avenir par rapport à maintenant. Voilà, c'est la santé, non pas mentale de l'équipe, ça je ne doute pas qu'elle soit excellente, mais la santé économique. Alors sur la première question sur l'indépendance, en fait on n'a jamais eu vraiment de manifestation du pouvoir politique d'une manière ou d'une autre pour vous dire faites ci, vous ne faites pas ça, c'est même plutôt l'inverse en fait. Il y avait eu par exemple des dessins qui avaient été publiés dans Charlie sur Erdogan, ça avait créé une tension un peu diplomatique et on nous a dit clairement, vous dites ce que vous voulez, c'est pas vous qui vous occupez de ça, si ça crée des incidents diplomatiques, c'est pas votre boulot. Donc nous, on ne nous a jamais demandé de lever le pied sur telle ou telle chose. De ce point de vue-là, on va pas être tranquille. Maintenant, sur l'indépendance, sur la liberté d'expression, c'est vrai, c'est les beaux principes de la liberté d'expression. Et quand on fait un journal, c'est une entreprise, c'est une PME, et c'est un peu, c'est-à-dire, mais il faut de l'argent. Voilà, et on ne peut pas faire fonctionner un journal gratuitement par le bénévolat. Et c'est comme toutes les entreprises, effectivement, il faut qu'il y ait des ressources, il faut que le journal se vende, il faut que ça crée des richesses, pour payer les charges, les salaires, etc., pour être indépendant. Mais c'est vrai que l'économie d'un journal en général, c'est très compliqué. Beaucoup de journaux se sont, entre guillemets, mis entre les mains de financiers parce que ils aident financièrement, ils compensent l'économie des médias. Il y a la publicité aussi, la sous-publicitaire. Donc nous, notre modèle économique, c'est le plus rude, le plus rustique. Il n'y a pas de publicité, donc on n'a jamais compté sur la publicité, et il n'y a pas d'actionnaire extérieur. Seuls les salariés peuvent, le SARL, l'entreprise de presse, peuvent devenir actionnaires. Et donc, c'est un dogme qui est dans les statuts. C'est un dogme économique et juridique depuis 1992. Personne de l'extérieur du journal ne doit rentrer dans le journal. Seuls les salariés peuvent diriger le journal. C'est pour éviter justement de tomber dans les pattes, de se laisser tenter de se vendre à des groupes extérieurs. Mais ça implique en retour, effectivement, il faut une indépendance économique. Donc il faut des lecteurs, donc il faut des abonnés. Et la difficulté aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années dans la presse, c'est que le papier décline. Quand Charlie est apparu en 1992, il y avait à peu près 36 000 kiosques en France, c'est-à-dire des points de vente où les gens peuvent rencontrer le journal et l'acheter. Là maintenant, il y en a plus de 20 000 à peu près. Je crois qu'il y en a peut-être 10 000 de moins. Donc on voit bien que ce lieu de rencontre entre le public et le papier se raréfie. Et donc du coup, les ventes aussi s'enflantent dans les kiosques. Donc il faut qu'on développe. Et donc on a vu apparaître avec Internet aussi l'apparition de la culture de la gratuité. Dans les années 2000, on a fait croire, les journaux ont fait croire au public que l'information c'était gratuit, qu'on pouvait avoir des journaux gratuits, qu'il n'y avait rien à payer. Ça a été un choix catastrophique puisque ça crée une culture de la gratuité qui est complètement artificielle. Les médias, ils ont besoin d'argent, il faut acheter un journal pour payer les journalistes, en tout cas pour des journalistes indépendants. Et donc les journaux qui sont gratuits, c'est des journaux qui appartiennent à des groupes et donc ne sont pas indépendants. Et puis d'arriver à Internet où là aussi Internet, les réseaux, etc., donne l'illusion qu'on est informé à travers tout ce
qu'on scrolle toute la journée sur son téléphone portable. Mais en fait, c'est une information qui est souvent un peu superficielle, qui est un peu rapide. Les gens ne prennent pas souvent le temps de lire les articles complètement. Lire un article de 10 000 signes, il faut du temps. Un article de 15 000 signes, il faut du temps. Donc ça, c'est une culture de presse papier qui est, on peut se poser la question, un peu sur le déclin dans la culture des citoyens aujourd'hui. Prendre le temps de lire un papier long, est-ce que ça existe encore? Puisque l'attention, la durée de l'attention des usagers sur les outils numériques, il est de quelques secondes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un problème culturel par rapport au papier. Maintenant, nous, Charlie, depuis 2015, non seulement il a fallu reconstruire une rédaction qui avait été détruite, mais il a fallu aussi reconstruire un journal pour le long terme dans un contexte de presse qui est de plus en plus compliqué. Donc c'est presque une double peine. C'est deux épreuves à surmonter. Reconstruire un journal dessiné et reconstruire un journal dans un contexte où c'est de plus en plus difficile de vendre des journaux dans les kiosques. Voilà. Donc c'est ce à quoi on s'emploie, de restructurer, de structurer le journal pour qu'il soit le plus durable possible, économiquement. Oui, il y a la pression sur nos épaules. Iris a dit un truc super important que les jeunes ne savent pas bien sur Charlie Hebdo, c'est que Charlie Hebdo est un journal sans actionnaire extérieur, sans puissance financière, sans publicité. Donc ça veut dire un journal totalement libre, indépendant, et c'est rarissime aujourd'hui dans le paysage médiatique français. Je voulais juste le préciser parce que pour les plus jeunes lecteurs, je sais que l'idée d'une presse indépendante est une idée réjouissante. Et Charlie est reparti. Abonnez-vous, putain, abonnez-vous. On lui dit ça. Il y a une main qui se lève désespérément. Madame, moi j'avais juste une question qui était assez d'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne sentez pas est-ce qu'aujourd'hui vous ne sentez pas une forme de volonté de certaines catégories de la population de se protéger de cette liberté d'expression, notamment avec l'amendement qui a été adopté il n'y a pas si longtemps que ça par l'Assemblée nationale et qui allongeait le délai de prescription des normes politiques qui ont maintenant 1 an pour agir en cas d'atteinte, de diffamation à leur rencontre. C'est vrai que cette question-là, on l'a un peu débattue au journal parce que, je ne vais pas dire qu'on n'était pas d'accord, mais c'est une question qu'on se posait, est-ce que c'est justifié ou pas que les élus locaux soient plus protégés qu'un citoyen lambda, soit un peu plus protégés, parce que tout le monde aussi bénéficie quand même d'une protection en termes de diffamation et d'injure. Il n'y a pas non plus d'impunité quand on n'est pas un élu. Mais c'est vrai qu'on constate, alors ça c'est mon point de vue, qu'il y a quand même beaucoup d'élus qui sont menacés, qui sont agressés, que c'est de plus en plus difficile de faire un métier de maire, on va en parler encore juste avant de venir ici. Donc comment aussi donner le sentiment à ces citoyens qui s'investissent dans un mandat, qui sont quand même un peu soutenus quand ils sont face à l'adversité, quand ils sont face à l'agressivité. Souvent les maires, quand on les écoute, ont l'impression d'être un peu seuls, d'être un peu abandonnés. Donc j'ai l'impression, peut-être que c'est aussi une loi qui est faite pour un peu soutenir, peut-être, parce que moralement, parce que juridiquement aussi, des maires, une fonction qui est de plus en plus difficile. De ce point de vue-là, ça ne choque pas plus, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même plus exposés que les citoyens lambda. Mais ça ne veut pas dire, quand on est citoyen lambda, on n'est pas protégé, on est aussi quand même protégé par la loi. Donc, j'ai pas trouvé que c'était si aberrant que ça quand on y réfléchissait. Mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est une réflexion en gestation. Il y a peut-être d'autres arguments. J'ai pas d'avis. Non, Merci. Non, j'ai perdu le fil, je suis sur mon téléphone, ce qui est très mal. Ouais. Non, c'est très mal que les élus fassent ça. Ah bon? Parce que, oui, c'est très mal. Je sais pas pourquoi ils auraient le droit plus que les autres à... Oui, j'ai pas écouté, pardon, désolé. Je gigote dans les rangs là-bas, là. Vous voir. Elle a son micro, allez.
En ces temps de course au buzz et de course à l'information un peu choc, je me demandais si on prône de plus en plus cette liberté d'expression, et c'est très bien, mais s'il n'y avait pas aussi un risque d'instrumentalisation, notamment par des chaînes d'information en continu qui invitent souvent les mêmes personnes, d'instrumentalisation de cette liberté d'expression qui serait vraiment que dans un sens, et qu'on, par ce biais, on silence d'autres opinions qui seraient du coup... Bon, on parlait de CNews. Vous avez dit qu'on faisait les choses. Hein. Alors, effectivement, c'est le recours qui a été déposé par Reporters sans frontières pour que l'Arcane, je crois, surveille plus strictement la manière avec laquelle CNews compose ses plateaux sur la pluralité. Bon, moi j'avoue que je suis un peu dubitatif là-dessus parce que, comment dirais-je, nous on a un journal d'opinion. On sait très bien qu'on a toujours été convaincu que l'objectivité, ça n'a jamais existé dans aucun média. Ça, pour moi, vraiment, c'est un mythe. Et c'est vrai que quand on voit une chaîne comme CNews, on pense tout de suite que c'est une chaîne d'opinion. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que dans les lois de l'audiovisuel, aux chaînes dites d'information, un équilibre, un pluralisme. Bon, moi je veux bien, je sais pas très bien comment on fait. Moi ça me choque pas, les médias d'opinion ça me choque pas. Parce que nous-mêmes on en est un. Et je me demande toujours, quand je vois ça, si ça va pas créer des précédents, si finalement on va pas, sous prétexte qu'on est dérangé par cette chaîne pour 1000 raisons, on va pas créer quelque chose qui va ensuite s'appliquer à plein d'autres chaînes et qui va créer encore plus de problèmes que ce qu'on pensait résoudre avec CNews. C'est juste ça qui me fait un peu peur. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la multitude de chaînes qui existent, il y a des chaînes qui sont censées être des chaînes d'opinion, on voit bien qu'elles font des choix éditoriaux aussi. Alors c'est pas les mêmes que CNews, donc ça nous heurte moins. Et quand on analyse objectivement comment sont composés les plateaux, comment sont choisis les sujets, et toutes ces chaînes elles font des choix éditoriaux. Alors c'est pas les mêmes choix que CNews. Moi je me dis dans la balance, est-ce que à s'en prendre à CNews comme ça, on va perdre plus tard ailleurs dans des circonstances qu'on n'a pas encore anticipées. Parce que c'est pas une vision un peu à court terme. Bien sûr, cette chaîne, quand on ne l'aime pas, on ne la regarde pas. La seule règle, il y a aussi un peu de confusion entre l'objectivité, auquel moi je ne crois pas, le pluralisme, et la déontologie. Tous les médias, même des médias d'opinion comme Charlie Hebdo, on doit respecter une déontologie. On ne doit pas diffuser des informations fausses, on ne doit pas, comme on l'a dit, injurier, on est quand même tenu, on peut se retrouver au tribunal pour diffamation, mais ça c'est normal. Donc CNews, si CNews dit des choses qui sont contraires à la loi ou qui diffusent des informations fausses, on peut se retrouver aussi poursuivi pour diffamation, comme tous les médias, ça c'est normal. Mais après, le choix éditorial d'un média, moi ça me fait un peu peur quand on commence à dire ah ben, eux c'est bien leur ligne éditoriale, eux c'est pas le même. Parce que ça va s'arrêter où en fait. C'est juste ça en fait. Ouais, c'est exactement ça. Alors, pour avoir été, je vais vous raconter une histoire. J'étais à franceinfo.fr, j'ai commencé, j'étais jeune journaliste, je suis toujours un peu jeune, bref. Et c'était un peu mon rêve à l'époque de bosser à France Info parce que c'était la chaîne d'info dont tout le monde parlait dans mon école de journalisme. C'était à la fois du news et puis en même temps des papiers un peu recherchés, etc., etc. Et puis je suis arrivé à... Et puis surtout c'était un journal, voilà, c'était un média dit objectif. Et ce terme d'objectivité, c'est le Graal des étudiants en journalisme. Et moi je pense que c'est le Graal des étudiants en journalisme parce que ça leur évite de penser le monde. Ils imaginent qu'ils vont réussir à faire carrière sans jamais avoir à se mouiller, c'est-à-dire à dire ce qu'ils pensent du monde. Ce qui en fait est un peu lâche, je trouve. Je suis arrivé à France Info. Je me rappelle, c'était donc ce média objectif, donc pas d'opinion, on est d'accord. J'arrive à France Info et il y a la loi sur la PMA qui va être votée à ce moment-là. Je me rappellerai toute ma vie d'avoir entendu la directrice de l'information de franceinfo.fr venir en cours de rédaction et nous dire bon, c'est très simple. Nous, sur la question de la PMA, on suit notre ligne, on accompagne les changements de la société. Et vous voyez que ça, accompagner les changements de la société, ça s'appelle une opinion, en fait. Ça s'appelle une ligne éditoriale, en fait. Et c'est ce qu'on fait tous. Les médias dits qui ne sont pas d'opinion
sont juste des médias dont l'opinion est la plus transparente puisqu'elle est majoritaire en général et qu'elle ne pose de problème à personne. C'est ça un média dit objectif aujourd'hui. C'est ce qu'il faut comprendre. Par ailleurs, pour parler de CNews. CNews est un média d'opinion. CNews est un média que moi personnellement je ne participe pas beaucoup. Mais est-ce qu'il faut s'en prendre à CNews pour les opinions que CNews diffuse, ou est-ce qu'il faut s'en prendre à CNews parce qu'elle dit des choses fausses de temps en temps? C'est ça la vraie question. Est-ce que ce qui est dit sur le plateau du monsieur qui était au-dessus de moi il n'y a pas très longtemps, il y a eu plein de cas, alors j'aurais peut-être dû les réviser avant de bien vous voir, mais il y a plein de cas où des choses complètement délirantes ont été dites sur le plateau de ce monsieur, et c'est là-dessus qu'il faut faire son travail, c'est là-dessus que l'ARCOM doit faire son travail. C'est pas pour dire ensuite que c'est une chaîne de droite ou une chaîne d'extrême droite. C'est pas ça la question, on s'en fout si c'est une chaîne de droite ou d'extrême droite. Ce qui est problématique, c'est qu'elle diffuse des faits erronés, des choses fausses en fait, des choses qui n'existent pas. Il est là le problème. Comme je dis, elle les diffuse à travers des chroniqueurs qui affirment des choses, mais en fait ce phénomène-là, il existait déjà sur votre chaîne quand, à l'époque, il était encore journaliste, Éric Zemmour était encore simple journaliste, il était invité sur des plateaux où il donnait son point de vue sur la politique et l'histoire, et il disait des choses complètement fausses, et à l'époque, ça ne choquait personne, et on ne reprochait pas ces chaînes auxquelles on accordait encore le qualificatif de chaîne d'information, de laisser un chroniqueur dire des choses complètement aberrantes. Donc c'est un peu bizarre qu'on fasse ce procès-là maintenant, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on voit sur des plateaux de télévision des commentateurs ou des gens qui nous présentent comme des experts et qui racontent des choses aberrantes. Voilà. J'ai un truc que j'ai oublié. Oui, pardon. Et donc pour revenir à Charlie, le travail qu'on fait avec les journalistes de Charlie Hebdo, Charlie est un journal d'opinion, ça a toujours été un journal d'opinion, ça restera toujours un journal d'opinion, et je peux vous assurer que tous les papiers de nos journalistes sont passés au peigne fin notamment par moi, et que si quelqu'un venait à écrire quelque chose de faux, d'erroné, de mal sourcé dans le journal, eh bien, il nuirait à la réputation du journal, je serais très fâché. Je regarde mon équipe là-bas, je suis très fâché. On va devoir poser une dernière question, parce que dans 10 minutes, il faut qu'on quitte l'amphithéâtre. On peut pas rester jusqu'à la fermeture de la fac? Ah si, il faut sortir avant de Oui, la jeune fille. Est-ce que quelqu'un a un micro entre les mains? Alors oui, moi j'ai un micro, mais on m'a dit qu'il y avait quelqu'un à parler avant moi. Donc je lance la perche. Et la personne ne le prend pas, donc je la prends. Lucille, 33 ans, parce que c'est toujours sympa de savoir à qui on parle, donc vous l'avez souligné tout à l'heure, infirmière en pratique avancée. Et moi, une question j'ai peur de poser ma question, j'ai les mains droites, voilà. Une question que je voulais poser tout à l'heure, c'est est-ce que vous trouvez qu'il faille toujours se battre aujourd'hui pour maintenir notamment le cadre rassurant qui peut permettre la liberté d'expression, donc d'un niveau... C'est quoi le cadre rassurant? Le cadre Il n'y a pas grand-chose de rassurant en ce moment. Franchement, il y a des lois en fait qui permettent aussi cette liberté. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faille toujours se battre autant en plus? Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de bousculer les gens aujourd'hui que par rapport au début de carrière ou aux études? Vous savez, l'histoire de Charlie, c'est quasiment l'histoire judiciaire, il y a toujours eu des procès. C'est vrai, dans le premier Charlie Hebdo dans les 70, le journal de l'époque a subi des dizaines de procès. C'était par l'armée française, l'armée française se considérait injuriée par Charlie Hebdo. Charlie Hebdo a perdu beaucoup de procès. À la parution du journal en 1992, dès le numéro 2, on a eu un procès. C'était Caroline de Monaco qui faisait un procès pour un dessin qui n'avait pas plu. Et tout de suite après, on a eu des procès par des associations d'extrême droite et catholiques qui n'avaient pas tombé des dessins sur le pape. Donc, je veux dire, il y a un personnage qui est très important chez Charlie Hebdo. C'est pas seulement les rédacteurs et les dessinateurs, c'est son avocat. C'est un député du journal, l'avocat de Charlie Hebdo. Et celui qu'on a Malka connaît bien l'histoire de Charlie Hebdo parce qu'il le connaît depuis, il a débuté comme nous-mêmes on débuté comme dessinateur, on est un peu de la même génération. Donc il connaît un peu l'histoire judiciaire du journal, supportant les passés, les procès qu'on a gagnés, les procès qu'on a perdus. Donc on se bat aussi sur le terrain du droit tout le temps. Et tant mieux, c'est aussi un lieu qui est important pour défendre ce qu'on a envie de faire en fait. Le
le tribunal, c'est presque notre deuxième rédaction. J'exagère à peine. Hein. Et vous savez, moi quand j'étais étudiant en droit, je me souviens d'un cours, alors vous allez me dire si je dis des conneries, mais c'était un cours de jour de liberté publique qui parlait, le prof nous citait l'arrêt Harakiri. Et c'était un arrêt pour vous expliquer que lorsque les Harakiri avaient été interdits en 1970 après la sur De Gaulle, la motivation qui avait été donnée, c'était de protéger la jeunesse. Et le prof nous avait dit que c'était une motivation qui motivait des faux, en fait. Et que le Conseil d'État avait exigé que le motif soit un motif exact, pas un motif politique inventé. C'était le souvenir. Et quand je suivais ce cours-là, je me disais, mais en fait c'est génial, l'équipe de Charlie, Cavana, Cavu, le professeur Choron, sans même s'apercevoir, ils ont créé du droit en fait. Ils ont obligé le droit, les gens du Conseil d'État, à prendre une décision et à affiner le droit. Ben là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire en fait. Je ne sais pas si je suis devenu un bon juriste, mais je me suis dit, c'est en faisant un journal qu'on va, je ne vais pas dire créer du droit, mais obliger le droit à évoluer, soit en le défendant, soit en parfois le contestant, mais c'est d'avoir une approche très concrète du droit. C'est-à-dire que c'est en faisant des dessins, des articles, c'est en ayant des procès aussi qu'on fait vivre le droit, et qu'on le renouvelle aussi, et qu'on se bat pour qu'il, non seulement pour qu'il continue de nous protéger, mais aussi peut-être pour qu'il évolue. Donc moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je dessinais dans mon coin, je ne savais pas quoi faire du dessin, je me suis dit, mais c'est à ça que va me servir le dessin, c'est à faire du dessin satirique, pour faire du droit, du droit en vrai. Voilà. C'est clair, puisqu'on étudie les arrêts qui vous concernent. Alors voilà. C'est vrai qu'en 30 ans, on a été plutôt bien servi. On va essayer d'étirer autant que possible, donc si vous avez des questions, on peut encore les prendre. Je vais juste demander au rédacteur d'être le plus bref possible afin que tout le monde puisse poser des questions. Je sais que c'est très compliqué, mais si vous avez encore des questions, c'est l'occasion. Bonsoir. Alors moi, c'est une réflexion que je me fais. On parlait justement des jeunes, qu'il fallait un débat et enrichir les jeunes qui se posent des questions. Aujourd'hui, notamment avec la peur, on a assisté à des professeurs, notamment d'histoire, qui ont sauté des pans. Pourtant, on sait que l'histoire, quand elle n'est pas enseignée, elle est vouée à se répéter. Et on assiste également à des parents qui censurent leurs enfants en leur disant « n'en parle pas à l'école, n'en parle pas à tes camarades », justement par peur, ce qui conduit des enfants à s'auto-censurer et à ne pas réfléchir par eux-mêmes. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse des dégâts plus tard sur la liberté d'expression? C'est sûr que, comme vous le dites, l'apprentissage de la liberté d'expression, quand on est enfant, c'est pas non plus évident de s'exprimer, parce qu'il ne faut pas non plus attendre des collégiens ou des lycéens qu'ils aient une aisance avec la liberté d'expression aussi grande que quand on est adulte. C'est normal, on a tous été ados. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? C'est vrai qu'il faut le dire les choses comme faut dire la vérité. On est souvent influencé par ses parents. C'est comme ça pour tout le monde. On est influencé par son milieu familial. Mais c'est après, en grandissant, qu'on acquiert tout doucement une autonomie intellectuelle, soit grâce à ce qu'on apprend au lycée, à la fac, mais aussi par d'autres expériences. Donc, moi je me dis aussi, je ne vais pas reprocher à des gamins de 12 ans, de 13 ans de dire des choses un peu aberrantes, parce que c'est l'âge aussi où on est un peu comme ça. Ce qui est plus gênant, c'est que les relais qui pourraient les éveiller, justement les profs ou les médias, ne puissent plus le faire. C'est ça en fait qui est un peu gênant. Moi je trouve que c'est intéressant. Je citais tout à l'heure une association qu'on a créée, Dessiner pour la liberté, où on va justement dans les collèges. C'est bien aussi d'ouvrir un peu des perspectives, de leur donner un peu à ces ados, de les faire un peu réfléchir, de leur dire vous avez le droit aussi peut-être un jour, quand vous serez grand, de penser un peu différemment. Pas tout de suite, vous prendrez le temps, mais c'est à vous. Vous avez le droit de grandir. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de 12 ou 14 ans de changer, de renier ses parents, de renier sa famille, parce que personne ne fait ça en fait.
on leur demande de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire à cet âge-là, mais que peut-être un jour, avec l'âge, on fera. Donc moi je mise un peu sur le long terme. J'essaie d'être optimiste, je me dis qu'avec le temps, ces jeunes, ils vont peut-être évoluer. En tous les cas, on essaie de faire en sorte qu'on puisse les faire un peu évoluer. Voilà. Que ce soit nous avec un journal, que ce soit avec les médias, que ce soit les profs. Voilà. Monsieur. Bonsoir. Si je ne me trompe pas, votre ligne politique est celle de gauche. Est-ce que vous arborez un pluralisme politique au sein de votre équipe? Et si oui, est-ce que c'est une force? Pluralisme, c'est vrai que Charlie Hebdo, c'est pas un journal qui a affilié à un parti politique. Donc on n'est pas dans une logique non plus de servir à un parti plus qu'un autre. Je dirais historiquement, Charlie Hebdo a toujours été un peu à l'intersection de tout ce qui existait à gauche. C'est un peu un carrefour. C'est vrai que depuis que je suis à Charlie, j'ai vu arriver à Reda tout un tas de gens de tous les milieux. Des écolos, des anarchistes, même à une époque, il y avait des gens qui Mélenchon qui venaient à la rédaction. Donc il y avait vraiment un peu tout le spectre qui a pu exister à gauche. Voilà. Donc, quand vous parlez de pluralisme, je dirais que c'est un journal qui est curieux de tout ce qui peut se dire d'intéressant à gauche. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi parfois des divergences profondes qui ont pu émerger. Voilà. Donc on n'est pas non plus, c'est pas un parti politique, Charlie Hebdo. Voilà. On a des valeurs, on a des principes auxquels on tient, mais qui donnent quand même une marge de manœuvre aux uns et aux autres, même dans la rédac. Il y a des nuances dans la rédac, on n'a pas tous à 100% les mêmes points de vue sur tous les sujets. Ça, c'est pas même si globalement il y a quelque chose de collectif qu'on partage tous. Il y a même des valeurs, il y a un fond de valeurs collectives qu'on partage tous. Mais après, on discute sujet par sujet, des fois il y a des nuances, hein, on n'a pas toujours la même perception. Mais encore une fois, on n'est pas dans une logique de parti politique et d'idéologie. Voilà. Il y a peut-être un truc qui est plus. Alors, j'ai entendu Riz dire une fois que Harakiri et la version de Charlie avant la Renaissance de 92, c'était un journal qui se faisait avant que la gauche ait été au pouvoir, et que la version qui naît dans les années 90, c'est une version qui est née après que la gauche ait été au pouvoir. Et moi, je rajouterais que je vois quelque chose chez les jeunes journalistes de gauche qui nous ont rejoints ou qui gravitent autour de nous, c'est qu'il y a effectivement cette tendance de gauche, et c'est bizarre, ça me paraît être antinomique, à vouloir conserver certaines choses. Là où on a l'impression de voir la gauche comme une force qui veut conquérir des espaces de liberté, c'est toujours, et c'est toujours important, et c'est aussi le cas, hein, bien sûr, il y a des causes comme, je pense aux violences sexistes et sexuelles par exemple, il y a encore des espaces à conquérir et dans lesquels il faut entrer absolument. Mais il y a aussi cette tendance à gauche aujourd'hui qui consiste à vouloir conserver les choses qui ont été gagnées. Je pense aux questions de laïcité, je pense à ce qu'on se dit aujourd'hui sur la liberté d'expression, qui font que c'est peut-être une pensée qui est inhabituelle à gauche, de se dire est-ce que ça existe le conservatisme de gauche? Je ne sais pas si on pourrait le définir comme ça, mais oui, le protectionnisme de gauche, c'est ce que tu peux faire, on peut changer le tout. C'est la même réalité, on peut changer le tout. Et je me reconnais, hein, je pense à certains avec qui j'ai pu travailler dans des journaux avant, à des gens qui m'ont rejoint à Charlie aujourd'hui, où on est dans une dynamique de se dire, je me souviens d'un ancien chef, pas à Charlie, qui me disait, tu sais, la gauche, c'est aussi des règles. Et c'est bizarre, parce qu'on peut penser à cette gauche libertaire, qui veut s'affranchir, plus tard, certaines règles, et en fait, la gauche, quand ça fonctionne, en fait, c'est aussi des règles, quoi. Et ça marche pas sinon. La République, c'est des règles. La société, c'est des règles. Il y a cette peut-être idée qui est peut-être contemporaine de cette vision de la gauche, que je trouve moins intéressante, et qui ne doit pas faire oublier le fait que la gauche, c'est aussi une dynamique de conquête d'espace de liberté, c'est aussi une dynamique de conquête de représentation, voilà, et de contrôle, je pense notamment à l'entreprise, à l'économie. C'est aussi du contrôle, la gauche, hein, c'est aussi ça. Étant pris par le temps, on va devoir clôturer cette conférence. Alors, si on clôture, si je peux me permettre, je voudrais remercier de la part de Charlie Hebdo, vous remercier de nous avoir accueillis. Je remercie tout le staff du T-shirt blanc qui se sont merveilleusement occupés de nous aujourd'hui, vraiment merci. Je voudrais remercier Génération Charlie qui nous a superbement amenés jusqu'ici et qui s'occupe toujours plus bien de nous, comme le président ne va pas les cacher. Je voudrais vous dire à tous une chose, merci d'être venus, merci d'avoir débattu avec nous. Si parmi vous, il y a des jeunes qui ont envie de prolonger le débat, si vous avez envie de faire des choses ici à Rouen avec Charlie, avec les auteurs, avec les dessinateurs, on cherche des gens de l'université ou des jeunes de Rouen pour créer une cellule de Génération Charlie ici. Et il y a plein de choses à faire ensemble. Il y a des gens invités, il y a des débats à avoir, il y a du débat politique à avoir à l'événement. Et pour ça, on a besoin de vous. Mais
Et merci d'avoir été là, merci à tous.